Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille dans le podcast Persévérer pour mieux rêver. Vous y entendrez des artistes et d'autres passionnés qui vous raconteront leur parcours. J'espère que ce partage d'expérience vous permettra de trouver les clés et la motivation pour suivre vous-même le chemin de vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Christophe, bienvenue dans le podcast. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vais te laisser te présenter aux auditeurs et présenter tes activités professionnelles. Ok, donc Christophe Lartiche, du coup, c'est mon nom. Christophe Lartiche, je suis photographe, plutôt de personnalité, mais pas que. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment tu as commencé la photo et rentrée dans ta vie ? Alors, quand j'étais môme, je faisais partie d'une troupe de jazz vocal et de théâtre en Seine-et-Marne. Voilà, j'ai commencé, je crois que je suis rentré dans cette troupe aux alentours de 10 ans. C'est la période où mes parents sont séparés, donc du coup, je pense qu'ils ont cherché un échappatoire pour moi à cette période un peu compliquée. Donc, je suis entré dans cette troupe de jazz où nous faisions, enfin, on faisait quand même tous les ans une tournée, un mois d'été, le Festival d'Avignon, enfin, on a fait pas mal de choses. Et puis un jour, un photographe est venu faire un sujet sur nous, pour le magazine Viva, je crois, à l'époque. Et ça correspondait exactement au moment où moi, au lycée, je devais faire un stage d'observation, comme on fait toujours aujourd'hui. Et j'ai trouvé ce type sympa, son métier plutôt sympa. Et donc voilà, j'ai demandé si je pouvais faire mon stage avec lui, chez lui, ce qu'il a accepté. Donc premier hasard, puisqu'il y en aura plein dans ma vie comme ça qui ont ponctué mon évolution professionnelle. C'est des hasards, des rencontres, on appelle ça comme on veut, mais des hasards de rencontres sur lesquels il est important ensuite de rebondir, je pense, je trouve. Donc j'ai fait mon stage chez ce photographe et ça m'a convaincu que c'était un métier qui m'intéressait vraiment, mais vraiment jusqu'alors je faisais pas du tout de photos, quoi. Donc je devais peut-être avoir, je sais pas, 17-18 ans, je me rends pas compte à l'époque, mais je faisais pas du tout de photos et quand j'ai fait ce stage chez un monsieur qui est décédé depuis, qui s'appelait Georges Hazenstark. Je me rappelle qu'il avait son studio juste en face des bains-douches. Donc déjà pour moi, je découvrais Paris. Il avait son studio photo et son bureau juste en face des bains, ce qui était un truc pour moi de dingue. Et puis voilà, je me rappelle être rentré dans son tout petit labo photo et de voir punaiser au mur des photos de Jacques Higelin qui venait de faire dans une manif. Je sais plus d'autres tournages. Je suis toujours fan d'Higelin, mais voilà, ça m'a semblé incroyable. Et là-dessus se rajoutait le fait que je me dis mais c'est dingue, il n'a pas d'horaire, il n'a pas de patron sur le dos toute la journée, il a des journées qui changent tous les jours. Et en fait, ça correspondait assez à mon caractère d'avoir envie comme ça de choses qui changent et puis de jours qui ne se ressemblent pas et de jours qui étaient aussi faits de rencontres de gens de différents milieux et variés. Dis qu'heureusement que ce stage a été aussi varié et tout, sinon tu n'aurais peut-être pas fait cette carrière, tu serais peut-être passé à côté sans cette opportunité-là, quoi. Oui, encore une fois, ça a été vraiment, on va en parler, mais une succession de rencontres qu'on fait qu'à chaque fois j'ai pu rebondir sur ces rencontres faites. Parce que en fait mes parents sont pas du tout du milieu. Mon père avait une société de chaudronnerie, donc il fabriquait des godets de grue, des bennes de camions, enfin un truc qui n'a rien à voir. Ma mère travaillait dans des bureaux d'une grande entreprise, donc on habitait en Seine-et-Marne et voilà, personne n'était du milieu, quoi. Donc c'est vrai que quand il a ensuite fallu choisir même un diplôme, quelque chose, j'y ai un peu pensé en me disant, bon, je pense que si je veux faire de la photo, je pourrais me passer d'un diplôme. C'était mon pari. Et puis mes parents surtout trouvaient que c'était pas du tout un métier. Enfin, mon père surtout considérait que, et ce que je peux bien comprendre, puisque pas du tout dans ce milieu, il pouvait pas s'imaginer qu'on puisse gagner sa vie et faire sa vie professionnelle dans un tel métier, quoi. Donc pour lui, c'était pas du tout un métier, et en tout cas de faire des photos. Et c'est vrai que quand je lui ai dit, mais moi j'aimerais faire photographe, d'abord il est tombé d'un étage de 45 mètres, et puis ensuite ça a été ok, tu veux faire photographe, viens, on va chez Photoservice, peut-être qu'ils vont chercher des stagiaires, quoi. Et Photoservice à l'époque, c'était l'endroit où on emmenait ces pellicules pour les faire développer. Donc, mais je lui ai dit, mais c'est pas ça que j'ai envie de faire, moi je veux faire des photos, quoi. Donc ça a été un peu compliqué au niveau de la famille.
Et j'ai pris donc cette option de faire un BEP compta, ce qui n'a rien à voir avec le reste, mais ce qui m'a servi ensuite dans mon métier pour monter ma boîte et tout ça. Et de faire le pari, de dire si je veux faire de la photo, je le ferai d'une façon autodidacte, quoi. Donc voilà, première rencontre effectivement avec Georges, qui me convainc que c'est un milieu qui m'intéresse. Je me fais offrir un boîtier, je commence à faire un peu de photos. Mais à l'époque, je fais, j'en sais rien, le concours de belote du club des anciens de mon village, le thé dansant du comité des fêtes. Et en fait, je vais faire des photos et je les vends, je les propose à la vente aux gens après. Voilà, je sais plus, à l'époque 15 francs la photo. Et puis parallèlement, je commence un peu à travailler avec de la presse locale. Le journal du coin, c'est La République de Seine-et-Marne. Et je commence à travailler pour eux en tant que correspondant local, c'est comme ça qu'on appelle ça, et à couvrir le bal du 14 juillet, des bleds du coin, les petites histoires de village, les problématiques liées à l'eau et à l'environnement déjà à l'époque. Et voilà, je suis payé à l'époque 15 centimes de francs de la ligne parue, je parle en francs, je suis vieux, 15 centimes de francs de la ligne parue, et je crois que c'était 30 francs la photo parue. Donc on écrit, et en plus comme on est obligé de cotiser à l'URSSAF, quasiment tout ce qu'on gagne repasse en fait dans la cotisation URSSAF. Oui, là finalement, pendant cette période-là, est-ce que tu t'es pas dit que tes parents avaient peut-être raison finalement et que c'était vraiment dur d'en vivre? Ou tu y croyais quand même? Franchement, alors j'étais encore étudiant, et je vivais chez ma mère, donc j'avais pas trop de soucis, encore de questionnements à me poser, mais franchement, ta question est intéressante. Je ne sais pas trop ce que je pensais à l'époque. Je continuais mes études, mon cursus de BEP compta. Je travaillais un peu comme ça en photo. Je me laissais un peu porter, je crois. Enfin, je ne sais même pas si je me posais tellement de questions à ce moment-là. J'étais toujours en contact avec Georges, donc de temps en temps, il me faisait venir sur des tournages où je faisais et de la figuration et aussi un peu de photo. Mais je crois que je me laissais un peu porter, ce qui devait un petit peu aussi alourdir le côté négatif de mon père sur ce métier, c'était de me voir un peu me laisser porter sans qu'il se passe grand-chose là tout de suite dans l'instant, quoi. Mais encore une fois, j'étais encore étudiant à ce moment-là. Oui, puis forcément, c'est des carrières qui décollent rarement tout de suite. Tu te retrouves pas avec d'un coup 60 contrats. Enfin, il faut... Et ça serait même peut-être dommage parce que ça te... je pense que plus tu travailles, moins tu as le temps de te former pour t'améliorer. Ouais, alors franchement, j'avais pas cette réflexion-là à ce moment-là. Ah je crois que je savais même pas tellement moi comment ça se passait. Alors, parallèlement à tout ça, quand même, à mes études comptables, enfin mes études, encore une fois c'est un BEP, mais à mon cursus scolaire et au petit boulot que je fais, en fait, je commence à prendre mon téléphone et à appeler pour me faire accréditer à des spectacles en tant que photographe, que je ne suis absolument pas à l'époque. Mais en tout cas, j'appelle en disant bonjour, je suis photographe. Et en fait, en me remémorant les photos de Jacques Higelin chez Georges, je choisis des artistes que j'aime bien, ce qui me permet de voir des spectacles gratos et de rentrer gratos à l'Olympia, au Casino de Paris ou ailleurs. Et j'appelle en disant voilà, je suis photographe indépendant et j'aimerais couvrir ce concert. Et donc, on commence à me donner des accrèdes pour couvrir les concerts. Donc, je commence un tout petit peu à ouvrir la porte de ce milieu que j'aime bien, ce milieu artistique, et de rencontrer à ce moment-là, pas tellement, de rencontrer de loin, puisque je ne les vois que sur scène, mais de rencontrer de voir des artistes sur scène. Et puis, du coup, une fois que je fais ces photos, je me dis, ok, je fais ces photos, mais qu'est-ce que je peux en faire ? Donc, je reprends encore mon téléphone et je commence à appeler des rédactions en disant voilà, j'étais au concert hier de telle personne, j'ai des photos, est-ce que ça vous intéresse, ou j'étais dans telle soirée, puisque du coup ensuite je me fais accréditer à des soirées aussi, mais j'allais dire des sous-soirées à l'époque, hein, j'en sais rien, le concours de Mister France, enfin des trucs improbables, mais qui sont aussi les seuls endroits où à ce moment-là on me permet d'accéder en fait, puisque j'ai pas de carte de presse, j'ai pas d'agence qui me diffuse, donc je suis complètement inconnu. Et une des leçons que j'ai tirées aussi de tout ça et des conseils que je donne aussi aujourd'hui à des gens quand on m'en demande, c'est qu'on t'attend nulle part en fait. Donc c'est à toi d'aller les frapper aux portes, d'aller à la rencontre des gens, parce que c'est pas eux qui vont venir à toi. On sait même pas que tu existes en fait. Donc voilà, personne nous attend et c'est à nous d'aller au-devant des gens, en tout cas des rencontres. Oui, puis des fois, tu vas essayer de contacter 50 personnes, il n'y en aura qu'une seule qui te répondra, mais cette personne-là, elle peut vraiment changer ta vie, en fait. Exactement. Non, t'as raison, faut vraiment essayer, quoi, tout le temps, quoi. Et donc, à force je finis par vendre de temps en temps une photo dans tel ou tel journal, magazine télé ou autre.
ce qui était déjà pas mal et puis un joli signal, en fait. Voilà, et je continue comme ça jusqu'à la fin de mon cursus, qui dure 2 ans, un BEP, je crois que c'était 2 ans à l'époque, qui dure 2 ans. Donc je décroche mon BEP compta. Et arrive l'heure du service militaire, en fait, puisqu'à l'époque, on faisait encore, je crois que c'était 10 mois, c'était déjà 10 mois de service militaire, que je voulais absolument pas faire. Enfin voilà, je suis pas très porté sur le monde militaire, donc voilà, je sais pas trop comment pas vraiment le faire, mais et j'allais dire second heureux hasard. Alors premier heureux hasard, c'est que je suis on m'envoie faire mes classes à Fontainebleau, c'est-à-dire que genre à 20 km de chez moi. Donc déjà, ça commençait bien. Ça, c'est déjà une chance. Ouais. Déjà, c'était pas mal. J'étais pas à l'autre bout de la France. Et puis voilà. Puis à la fin de ce qu'on appelait les 3 jours, en fait, qui durent une semaine, je crois, on m'envoie chez moi et enfin, comme tout le monde, hein, et en nous disant votre affectation vous arrivera par courrier. Bon, j'attends. Je reçois rien. Donc je me dis bon, peut-être qu'on m'a oublié. Ce serait pas mal, mais bon, voilà, je fais pas de démarche particulière. Et puis en fait, je reçois un jour un coup de fil de la base militaire de Ballard, où il y a une grosse base militaire à cet endroit-là, je crois qu'elle est devenue depuis le ministère. Mais... Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans Paris. Les armées, oui, pardon, ouais, dans le 15e. Donc déjà, on m'appelle du 15e, donc je me dis, ah, c'est encore pas très loin de chez moi, donc c'est pas mal. Et là, on me dit, mais en fait, on vous cherche partout, on vous attend depuis 15 jours, votre attribution, c'est chez nous. Donc rendez-vous demain à la base de Ballard avec, j'en sais rien, un supérieur quelconque. Donc je me dis, bon déjà je vais être dans les bureaux puisqu'on m'appelle à Ballard, donc je vais pas être en portant une arme pendant 10 mois. Et puis j'arrive à Ballard et en fait je discute avec cette personne qui est face à moi et je ne parle quasi pas de mon BEP compta et de mon cursus scolaire. Je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là dans ma tête, mais assez spontanément, je mets quasi ça de côté. Et en fait, quand il me demande alors vous faites quoi dans la vie, c'est quoi enfin, vos études, et en fait je m'affirme comme photographe en disant ben moi je suis photographe, voilà, je travaille pour la République de Seine-et-Marne, je fais des photos de spectacle. Et le gars me dit ben je suis embêté parce qu'en fait vous deviez être attribué ici à Ballard dans les bureaux, moi j'ai mon quota d'appelés, donc limite j'ai pas besoin de vous. Mais il me dit vous me dites que vous êtes photographe, on a une revue de l'armement qui s'appelle à l'époque InfoDGA, pour la délégation générale pour l'armement. Je vais appeler la rédactrice en chef, peut-être qu'elle a besoin de quelqu'un. Donc il appelle cette rédactrice en chef, Simone Tricot-Jouran. C'est important de ne pas oublier les noms et les gens qui ont marqué comme ça. Qui ont tenté. Qui ont été sans le savoir, hein, mais qui ont été des clés importantes dans une évolution quoi, professionnelle ou même personnelle, mais là en l'occurrence professionnelle. Donc il appelle Simone Tricot-Jouran, qui est la rédac chef, qui lui dit bah, moi aussi j'ai mon quota d'appelés, mais bon, qui viennent me voir. Donc je vais à Arcueil, dans des Algeco où était la rédaction, sur un terrain militaire, et elle me confirme qu'elle a déjà effectivement le nombre de militaires appelés qu'il faut, mais elle me dit voilà, si vous êtes prêt à faire un peu de rédaction, puisque vous en faites déjà de certains articles, de partir en mission parfois, de remettre à jour la photothèque qui n'est pas du tout à jour, potentiellement d'aller porter des plis à droite et à gauche, puisque je n'ai pas de diplôme en tant que journaliste, en tant que photographe, donc voilà, ce qu'on me propose c'est bien normal, c'est un peu de faire un peu tout. Dans ce cas-là, ben, soyez le bienvenu. Donc je suis le bienvenu, puisque j'accepte évidemment sa proposition. Et donc je fais pendant 10 mois ce qui était convenu, je rédige des papiers pour le mensuel, je pars parfois en mission faire des images, des photos, des rencontres, sur des bases militaires ou pas, puisque c'était aussi un journal avec quelques pages rencontres. Donc je me souviens d'être allé à la rencontre d'Alain Gillot-Pétré qui présentait à l'époque la météo sur TF1. Première fois que je rentrais à TF1 sans savoir à ce moment-là que j'allais y rentrer beaucoup de fois plus tard. Que ça deviendrait normal. Et oui, que ça voilà, et que ces gens deviendraient des collègues de travail. Mais à l'époque, Alain Gillot-Pétré, voilà, on le voyait tous les, comme Evelyne Delia que je viens de faire là pour un journal. Voilà, on le voyait tous les jours à la télé. C'était un truc de dingue que je me retrouve dans le bureau d'Alain Gillot-Pétré dans la tour de TF1, quoi. Mais donc voilà, je fais ça pendant 10 mois. Une nouvelle rencontre, un nouveau hasard place sur ma route une rencontre d'un photographe, Sébastien Raymond. Qui arrive en tant que salarié dans cette revue de l'armement et qui, pour être salarié dans cette revue de l'armement, va arrêter de travailler en tant qu'indépendant pour une agence qui s'appelle l'agence SIPA à Paris,
Paris 16, qui est à ce moment-là l'une des 3 plus grosses agences mondiales, puisqu'il y avait à ce moment-là SIPA, Gamma et Sigma. Et il faut savoir que pendant très longtemps, Paris a été la capitale du photojournalisme, c'est-à-dire que c'est vraiment une plaque tournante de la photo, Paris. Donc il me parle de SIPA, que je connais presque pas à ce moment-là, puisque je ne suis pas du tout dans ce milieu-là très incrusté encore. Et il me dit, voilà, écoute, au fur et à mesure de nos discussions au quotidien, au bout d'un moment, il me dit, écoute, moi je travaille pour le service showbiz de l'agence SIPA. Je vais arrêter de travailler pour cette agence donc pour me consacrer intégralement à cet emploi à temps complet que je prends dans cette rédaction. Donc fais voir ce que tu fais. Donc je lui montre ce que je fais, en l'occurrence des photos de spectacle, beaucoup. Et il me dit, bah, écoute, tu vas pouvoir aller rencontrer de ma part, quasi pour me remplacer du coup, Francine Rubichon, encore une autre personne importante, Francine Rubichon, qui est à cette époque-là la chef du service showbiz de l'agence SIPA. Donc encore un step, encore une rencontre, encore un heureux hasard que cette rencontre. Puis très cohérente avec ton début de carrière où tu voulais en fait déjà photographier des spectacles. Exactement, c'est ça qui est très étonnant. Enfin, le milieu artistique d'une façon générale m'intéressait, les artistes m'intéressaient, et à défaut de ne pas en devenir un moi, parce que j'aurais pu peut-être faire une carrière aussi en tant que comédien et tout ça, mais enfin, c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé vraiment, mais en tout cas c'est ce que je faisais à ce moment-là en étant sur scène. Mais le milieu artistique et rencontrer des gens quelque part que j'admirais ou qui me fascinaient, voilà, on fait partie des choses pour lesquelles j'ai fait ce métier, quoi. Avoir ce privilège qui aujourd'hui, enfin je m'en rends encore compte, hein, je suis encore aujourd'hui presque surpris, étonné qu'on me fasse confiance sur un shoot, ou alors que ça fait maintenant 25-30 ans que je bosse, je sais plus, mais donc ça reste toujours voilà, quand je rencontre certaines personnes, je suis toujours très étonné que ces gens aient pensé à moi, ou enfin bon, petite parenthèse fermée, on en reparlera peut-être plus tard, mais pour continuer le fil, donc je rencontre Francine, je rencontre, elle me présente Gökçin Sipayoglu, qui est à cette époque le directeur de SIPA, de cette grosse agence très impressionnante, qui se trouvait porte de Saint-Cloud, boulevard Murat, et avec sa fourmi dans tous les sens. Enfin, c'était une agence formidable, parce que Gökçin, qui était un grand Turc qui était arrivé comme photographe à Paris, avait monté cette agence et le revendiquait avec en plus une multitude, toutes les religions étaient représentées dans SIPA, toutes les origines sociales ou toutes les origines ethniques, donc c'était tant dans les bureaux que dans les photographes, quoi. Donc c'était une agence extrêmement riche de rencontres. Donc je rentre chez SIPA. Donc Francine me dit ok, mais comme tu n'as pas fait d'école photo, hein, je rappelle que je suis toujours autodidacte, je me suis fait offrir un boîtier par ma mère, je fais des photos comme je peux. Et elle me dit, bah voilà, je pense que surtout au début, tu vas faire un peu ce que les autres veulent pas faire, quoi. Donc ce que j'accepte bien volontiers, en savourant ma chance d'être déjà dans le bureau de SIPA. Hein, et donc, effectivement, on me confie, je comprends pourquoi les autres refusent, puisqu'on me confie notamment les soirées où probablement telle personnalité doit venir, mais c'est pas sûr. Alors c'est pas de la planque, hein, parce que à cette époque-là, quand on fait des soirées, c'est comme des avant-premières que j'ai faites aussi. Voilà, on est 5-6 photographes dans le hall, notamment des bains-douches. C'est drôle parce que je me retrouve parfois face au labo de Georges qui m'a fait faire mon premier stage. Ah oui, c'est fou. Ouais, je me retrouve dans le hall des bains-douches à attendre qu'un tel doit venir, et on fait des photos dans le hall ou pendant la soirée. Voilà, ou des concerts de un peu de gens de seconde zone, quoi. On me les confie, bon. Et puis je commence un peu à organiser des rendez-vous, ce qu'on appelle des rendez-vous photos. Quand je vois qu'une jeune comédienne, alors je dis jeune comédienne parce qu'en fait les comédiens déjà bien installés en fait me connaissent pas. Donc en fait dans ce milieu, là encore, personne m'attend et personne me connaît. Donc les seuls qui acceptent des rendez-vous photos ou des shootings sont des comédiennes pas très connues encore, qui peuvent avoir des rôles dans des fictions, dans des séries. Mais voilà, on monte ces sujets-là. Donc on monte des petits rendez-vous photos à destination ensuite des journaux, puisque SIPA diffuse auprès des journaux, je ne l'ai pas précisé, SIPA Presse est une agence de presse qui vend ensuite les images aux journaux. Et le fonctionnement d'une agence de presse comme SIPA, ou les autres, c'est de coproduire avec le photographe des sujets, c'est-à-dire qu'on paye 50% des frais, et ensuite les vendeurs vont placer les sujets, et l'agence nous reverse 50% du montant des ventes. Quand tu disais qu'il faut du temps pour arriver à en vivre, en fait on estime qu'il faut environ 3 ans pour vivre à peu près correctement de ce métier. Parce qu'au début, il faut acheter du matériel. Donc en fait, tout ce que tu gagnes, tu le réinvestis en du matériel.
Et puis encore une fois, au début, on ne te connaît pas, donc il faut te faire un réseau, un carnet d'adresses. Donc ça prend du temps et ça prend en moyenne 3 ans. Alors tu gagnes un petit peu de sous au début, puis de plus en plus, mais voilà, il faut 3 années pour que ça s'équilibre, sans devenir très riche, mais pour que ça s'équilibre, quoi. Donc je suis à SIPA, je fais ces choses-là, et puis après je fais de plus en plus de plateaux télé. Et du coup, il y a des régularités qui s'installent, parce que quand tu t'entends bien avec tel présentateur, en fait, du coup, SIPA, Francine te colle systématiquement dès qu'il fallait faire des photos sur son plateau, tu y vas. Donc il y a un peu des affinités qui se créent, je dirais pas des amitiés, mais des affinités, des bonnes relations professionnelles avec ces gens, avec certaines de ces personnes. Et notamment à l'époque avec Jean-Marie Cavada, Jean-Marie qui présente La Marche du siècle, qu'on peut, je pense, retrouver un peu, qui est une émission formidable. Donc j'adorais, enfin j'aime toujours beaucoup Jean-Marie, mais j'adorais sa façon de présenter et son travail journalistique en fait. Donc voilà, donc La Marche du siècle, j'y vais très souvent. Donc on commence un peu à se connaître avec Jean-Marie, à échanger un petit peu. À un moment, il passe président de Radio France Outre-mer, de RFO. En fait, donc je fais des rendez-vous photos avec des jeunes comédiennes, pas très connues. Et puis un jour, SIPA m'appelle pour me proposer un rendez-vous plus conséquent, qu'il faut que j'éclaire et tout ça. Or, j'ai pas du tout d'éclairage. Donc j'appelle Sébastien Raymond, qui m'avait fait rentrer à SIPA, et je lui dis, écoute, SIPA me propose un rendez-vous photo relativement important, mais j'ai pas de lumière, je sais pas m'en servir. Et en fait, il m'a dit une phrase que je redis souvent et que j'ai toujours en tête. Il me dit, écoute, c'est pas un problème, moi j'ai des balcars, j'ai des éclairages, je vais venir, je vais t'assister, je fais tes lumières, tu t'occupes de rien. Et il me dit, dans la foulée, il me dit, dans ce métier, quoi qu'on te demande de faire, tu dis que tu sais faire et tu verras après. Et je crois que c'est un très bon conseil. Et ouais, parce qu'en fait, parce que tu dis oui, et après quand tu raccroches, tu dis pourquoi j'ai dit oui, quoi. Je sais pas faire, quoi. Et en fait, tu trouves toujours, ça te force à te booster un peu et tu trouves toujours les solutions, en fait. Oui, donc, tu fais du bricolage et t'apprends beaucoup comme ça, en fait. Exactement. Puis faut pas oublier que je suis autodidacte, donc déjà à la base, moi, la photo, j'ai déjà appris sur le tas. Donc effectivement, après tout s'apprend, ça prend plus de temps, mais tout s'apprend, en fait. Donc on fait ce rendez-vous avec cette personne, avec Sébastien qui vient m'assister, qui effectivement fait les lumières. Dans la foulée, je vais m'acheter le même kit de lumière en me disant ça fonctionne bien, je veux le même. Et là déjà, en fait, chez SIPA, ça change un peu. Je dis tiens, donc du coup, il sait faire des rendez-vous, il sait gérer la lumière. Ben, on va l'envoyer sur des choses un peu plus conséquentes, sur des choses un peu plus denses, des gens un peu plus connus. Donc de comédienne pas très connue, je passe à comédienne un peu plus connue. SIPA me fait un peu plus confiance. Et puis donc, je travaillais depuis un petit moment avec Jean-Marie Cavada sur ses plateaux télé de La Marche. Et il passe président de Radio France Outre-mer. Il y a un studio organisé avec ses principaux directeurs. Et il fait appeler SIPA qui demande à travailler avec moi. Et quand SIPA m'appelle, en me disant, voilà, il faut faire un studio, on a réservé un studio, c'est bon pour toi? Je dis, ouais, pas de souci, je raccroche. Et là, je me dis, mais je n'ai jamais fait de studio dans un studio de ma vie. Et en fait, j'ai dit oui en suivant le conseil de Sébastien. Et là, tu le fais pour RFO et tu sais que la photo va sortir de partout. Exactement. Et surtout, je dis oui en suivant les conseils de Sébastien qui m'a dit, voilà, tu dis toujours oui, on verra après, quoi. Mais j'ai joué pareil, d'honnêteté, et l'honnêteté, c'est aussi important. Enfin, je pense, je me la suis pas jouée, je suis pro chez faire, en fait. Enfin, auprès de mon client, oui. Mais par contre, j'ai appelé le studio et j'ai été très clair. Et j'ai dit à Yann, qui dirigeait à l'époque le studio Top Model, dans rue de Saussure, je lui ai dit, écoute, voilà, on m'a calé un studio, je vais être très clair, j'ai jamais fait de studio de ma vie. Alors, je savais me débrouiller avec des éclairages de studio en me déplaçant à droite à gauche, ce qu'on appelle un éclairage nomade. Mais un vrai studio où il y a des éclairages, un assistant, machin, c'était encore une nouvelle étape, je ne savais pas faire. Et donc, Yann m'a dit, écoute, il n'y a pas de souci, on a des assistants, tu auras un assistant béton, c'est bien de l'avoir dit, comme ça, voilà. Et donc, l'assistant m'a très bien assisté, j'ai fait ses photos, et ça a été mon premier studio. Encore une fois où j'ai dit, ouais, je sais faire, alors que je ne savais pas faire, et ça m'a un peu obligé, avec un peu de stress évidemment, mais ça m'a obligé un peu à me bouger et à prouver des choses encore. Oui, puis je trouve que c'est quelque chose que finalement tu as fait dès le début de ta carrière, de dire que tu savais faire, comme tu dis, en étant autodidacte. Déjà, de dire je suis photographe, je trouve que c'est une grande étape. Parce qu'à quel moment tu considères que c'est bon, c'est vraiment ton métier, et que c'est pas quelque chose que tu apprends, tu vois? Ouais, en fait, le step, ça a été vraiment le service militaire, où face à ce type, en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête en disant, mais en fait, si je lui dis que je suis comptable, je vais rester dans ses bureaux, quoi. Et en fait,
c'est un peu dans l'instant. En fait, dans l'instant, ton cerveau switch et en fait, t'affirmes que t'es photographe. Alors que je gagnais pas du tout ma vie en tant que photographe à cette époque-là, si tu veux. Ouais, mais c'est peut-être la phrase qui a lancé ta carrière finalement. Oui, c'est le curseur que tu pousses ou la chance que tu bouscules un peu en disant, c'est peut-être... Enfin, je sais pas ce qui se passe. Encore une fois, je l'ai pas formalisé dans ma tête, hein, mais inconsciemment, peut-être que tu te dis, tiens, c'est peut-être là que ça va prendre une... Parce qu'après, toutes les rencontres se sont succédées comme ça, si tu veux, tu vois, jusqu'à 6 pas, quoi. Donc voilà, donc j'en suis là. J'ai donc fait mon premier rendez-vous photo, j'ai donc fait mon premier studio photo. Mais j'allais dire, je piétine encore un peu à 6 pas. Je fais des choses un peu plus intéressantes. On m'envoie sur des festivals. Je fais des choses plus croustillantes. Je rencontre plus de gens. Mais voilà, encore une fois, je piétine. Je trouve que je piétine. Enfin, je me le dis pas vraiment, mais avec le recul, je m'en rends compte. Et puis arrive encore une nouvelle rencontre. Alors les rencontres, j'allais dire, qui ont jalonné professionnellement d'un point de vue, entre guillemets, presque stratégique, mon évolution professionnelle, voilà, c'est fait. Et après, dans les artistes, l'autre tournant, donc, le premier tournant, ça a été Jean-Marie, mais je lui ai dit que très récemment, en fait, qu'il avait été mon premier studio. Et il ne le savait pas. Et qu'en fait, grâce à lui, voilà, j'ai pu après dire, bah, OK, je sais faire des studios, puisqu'après, maintenant, j'en fais depuis beaucoup, enfin. Et en fait, je suis sur un festival à La Baule, envoyé par SIPA. Et président du jury de ce festival à l'époque, Michel Serrault. J'adore Michel Serrault, enfin, c'est évidemment un comédien incroyable. Et là aussi, je demande à un autre confrère, parce que moi je me sens pas encore très dans ce métier, enfin installé. Donc je n'ose pas tellement aller voir Dominique Segal qui s'occupe du film dans lequel il y a Michel Serrault, qui est l'attaché de presse, qui est un attaché de presse très connu. Et je n'ose pas y aller tout seul. En fait, je me sens pas encore très légitime, même si je suis représenté, ça me donne un peu de poids quand même que je représente l'agence SIPA, que tout le monde connaît. Mais voilà, moi je suis jeune photographe. Je pense que le fait d'être autodidacte fait que très souvent encore maintenant, je ne sais pas si je suis très légitime dans cette place par rapport à d'autres confrères qui ont fait des études. Voilà, moi je me pose 1000 questions par jour. Hein, donc, c'est une question que tu te poses encore après toutes ces années. Ouais, je suis encore surpris. Moi, quand... je l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus, mais je suis des fois encore surpris c'est étrange, hein, mais pas qu'on me fasse confiance, mais quand je reçois un coup de fil pour un tournage important, quand là on parlera de l'évolution peut-être plus tard des choses que j'ai pu faire dans ma carrière, mais en ce moment c'est une période où je travaille beaucoup sur des fictions, des tournages. J'ai fait un premier tournage avec José Dayan sur un Marlot au mois de mai, je ne la connaissais pas avant. José Dayan, c'est un personnage, c'est une expérience d'être sur un tournage de José, c'est très particulier, elle n'est pas réputée comme étant très facile. Bon, elle produit aussi les Marlots, elle m'a demandé sur le deuxième. On ne se connaissait pas encore une fois avant le mois de juin dernier, donc par exemple, je suis surpris. Et puis là, je viens d'apprendre que j'allais faire le prochain, elle m'a revalidé pour le prochain ce mois-ci. Donc par exemple, je suis très surpris. Ça m'étonne. Je ne sais pas comment te le dire. Ouais, mais en même temps, je trouve ça génial parce que, d'un côté, c'est du coup encore quelque chose d'anxiogène d'avoir peur que ça s'arrête. Et en même temps, tu dis, bah, au moins, c'est pas acquis. Tu as encore envie de le faire. Alors, j'ai pas peur que ça s'arrête. Hein. Ouais. J'ai pas peur que ça s'arrête. Même s'il y a eu des périodes très compliquées pour la presse, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais c'est pour ça aussi que mon évolution professionnelle a un peu changé et passé de la presse sur d'autres milieux photographiques, mais j'ai pas peur que ça s'arrête. Mais je suis surpris. Je sais pas comment le dire, mais je suis surpris qu'on m'appelle ou que quelqu'un comme José ou d'autres me confie. Alors, on ne sauve pas des vies, hein, mais quand tu es photographe sur un plateau, en fait, les photos et la promotion qui va aller derrière dépendent de toi. Donc je suis toujours surpris. Enfin, encore une fois, je ne sais pas si c'est surpris ou étonné ou les deux. Enfin, voilà. Tu te sens chanceux, quoi. Ouais, exactement. Enfin, et il m'arrive encore des fois de demander, elle se reconnaîtra ou elles se reconnaîtront, mais à des comédiens ou des comédiennes qui installés, qui sont devenus des amis. Il y en a très peu. Hein, dans ce milieu, si je peux dire que... Je ne sais pas si j'ai 10 personnes dont je peux dire que ce sont des amis, hein, mais il y en a au moins 4 ou 5. Il m'arrive encore de leur dire, parce que je peux leur demander, parce qu'on se connaît tellement, mais vraiment, sincèrement, par rapport à d'autres confrères,
Et est-ce que je suis aussi bon qu'eux ou meilleur ou voilà. Ah ouais, ce qui en général les fait marrer. Ils disent, mais attends, si on t'appelle, si les prods t'appellent, si les chaînes t'appellent, c'est pas pour te faire plaisir. Enfin, c'est ouais. Oui, en général, dans ce milieu, on t'appelle rarement pour le plaisir. C'est vraiment, il y a vraiment de la productivité derrière. Exactement. Donc, enfin, mais ça, j'arrive à me le dire quand même parfois. Mais voilà, c'est très étrange. Franchement, c'est très étrange. Mais cette sensation. Du coup, on est parti un peu loin, je ne sais plus. Tu étais au Festival de la Baule. Merci, j'étais à la Baule. Donc. Et donc, je vais voir un autre confrère qui travaillait pour l'agence Skipa à l'époque, Pascal Baril, pour ne pas le citer. Et je dis à Pascal, tu crois qu'on peut demander un rendez-vous à Michel Serrault? Tu crois que ça sera accepté? Et il me dit, l'attaché de presse, il est hyper compliqué, ce sera non. Je lui dis, écoute, on est là, de toute façon, ça coûte rien. Est-ce qu'on... Donc il me dit, ok, bon, allons-y, t'as raison, ça coûte rien. Et on va voir Dominique Segal. Et on lui dit, voilà, Pascal de Skipa et moi pour Sipa, on aimerait faire un rendez-vous commun pour pas prendre trop de temps à Michel Serrault et pour faire de l'archive, en fait, sur Michel Serrault. Et Dominique Segal dit, bon, je vais demander à Michel et je reviens vous voir. Et une demi-heure plus tard, il vient nous voir, il dit, c'est ok pour Michel Serrault, rendez-vous demain 9h30 dans tel restaurant. T'as pas dû très très bien dormir cette nuit-là. Mais c'est ça. Et là, c'est de nouveau le stress. Comme il y a du stress quasi permanent dans ce métier de façon récurrente, là, c'est de nouveau du stress. Alors même s'il n'y a pas d'enjeu, parce que finalement, tu rates les photos, tu les montres pas, et puis c'est fini. Mais par contre, si tu les réussis, c'est pas mal, quoi. Et donc, on fait ce rendez-vous en commun avec Pascal. Donc, c'est la première fois que je fais ça, et unique fois que je fais ça d'ailleurs. Voilà, on installe les lumières et Pascal fait un quart d'heure de photo avec Michel Serrault. Il me laisse la place, je fais un quart d'heure de photo avec Michel Serrault, différentes, voilà. Je change un peu les lumières pour pas qu'on ait exactement les mêmes lumières. Pascal fait la même chose. Et me voilà que je rentre de la Baule avec mon premier rendez-vous d'une personne conséquente qu'est Michel Serrault. Et là, je pense que dans la tête de Stipa, de façon totalement inconsciente, j'en ai jamais reparlé avec Francine ni rien, mais moi je me suis rendu compte que c'était qu'il y avait eu un vrai changement. Là, de nouveau, ils se disent, ah bah tiens, l'artiste, il a fait un rendez-vous avec Michel Serrault, on peut lui confier des choses encore plus denses, avec des gens plus connus. Et donc là, je me mets à faire des rendez-vous photos et des studios avec des gens de plus en plus connus, en fait. Voilà. Et je m'installe comme ça, tranquillement, à Sipa pendant, je crois, presque 10 ans. En nouant des fidélités avec des gens, pareil, qui ont beaucoup compté, parce que c'était des gens, c'est des gens qui comptent encore aujourd'hui dans l'univers de l'audiovisuel ou de la radio, et avec qui on s'est bien entendu, j'allais dire professionnellement et humainement. Et ça, c'est aussi un truc important, c'est que quand je te dis que je suis toujours surpris qu'on me fasse confiance, je pense que ce qui rentre là-dedans, il y a aussi une part confiance professionnelle, mais aussi confiance personnelle ou feeling qui passe et qui est dans ces métiers, je pense, assez important. Alors, je ne sais pas dans quelle proportion, mais je me rappelle de mon père qui, lors des réunions scolaires, où j'étais pas très bon scolairement, et où des profs lui disaient non, mais en fait, bon, c'est une cata, la moyenne est ridicule, mais par contre, qu'est-ce que Christophe est gentil. Et je me rappelle que ça rendait dingue mon père qui disait aux profs, mais je me fous qu'il soit gentil, je veux des résultats. Et il s'en rappelle pas du tout, je lui ai redit récemment, je lui disais, le fait d'être, je m'envoie pas des fleurs, mais pour dire, voilà, si ça peut servir aussi aux gens, d'être gentil, d'être curieux des gens, d'être réglo avec les gens. J'ai jamais eu, maintenant, j'ai plus 25 ans, 30 ans que je bosse, j'ai jamais eu un procès, j'ai jamais eu un problème avec une personnalité. Voilà, je pense que ça m'a aidé dans mon métier. Donc être gentil, c'est pas rien en fait. Je l'ai pas calculé, voilà, j'ai jamais fait de coups de comment dire pour rester poli, des sales coups. J'ai jamais fait de sales coups à des gens. Enfin, j'ai toujours été réglo. Bon. Et en fait, je pense que ça m'a aidé à m'installer dans ce métier, quoi. Ouais. Et à travailler encore aujourd'hui de temps en temps. Voilà, sur la fin de ma collaboration avec Sipa qui a été rachetée, donc il fallait que je prenne une décision. À ce moment-là, c'était ou être salarié de Sipa ou monter ma boîte. Or, je trouve que photographe n'est pas un métier de salarié, donc j'ai décidé de monter ma boîte, tout en continuant à collaborer avec Sipa de temps en temps, à l'époque. Mais j'ai été aussi poussé à monter ma boîte. À l'époque, je travaillais beaucoup avec Flavie Flament, qui présentait beaucoup d'émissions très en vue sur TF1.
Donc avec Flavie, je suis parti au Mexique, je suis parti, c'est moins exotique, mais à Courchevel, enfin des tas de destinations où en fait j'étais là pour faire et des plateaux et aussi des sujets coulisses qu'on vendait ensuite aux journaux. À l'époque aussi, avec SIPA, j'ai beaucoup travaillé sur les Star Academy, et notamment sur la deuxième, où je m'entendais bien avec Nolwenn. Donc en fait, SIPA, systématiquement, dès qu'il y avait un studio à faire avec Nolwenn, qui est quelqu'un de pas simple avec son image, et ben il m'envoyait. Et donc du coup, ça se passait bien. Et quand il a fallu que je quitte SIPA pour monter ma boîte, en fait, j'ai demandé à ces gens aussi, ça a été un peu un des premiers points, j'allais dire, où je me pose sur mon évolution professionnelle, en leur disant, voilà, notamment je me souviens que j'ai demandé à Nolwenn et à Flavie, avec qui je travaillais beaucoup à cette époque-là, je vais devoir monter ma boîte, mais est-ce que vous allez continuer à bosser avec moi, quoi ? Est-ce que vous bossez avec moi parce que je représente l'agence SIPA, qui est une grosse structure, ou est-ce que vous bossez avec moi parce que vous avez envie de travailler avec mon œil et en fait, les deux, mais non, nous, c'est avec toi qu'on veut bosser. Donc, que tu sois chez SIPA, ailleurs, que tu aies ta boîte, on s'en fout. Nous, on veut bosser avec toi. Donc, on continuera à bosser avec toi. Donc, c'est ce qui m'a un peu donné le tremplin pour dire, bon, ben, ok, je monte ma boîte. Oui, donc, puis ça te donne confiance en plus. C'est quand même super flatteur quand des personnalités qui, à ce moment-là, sont quand même au top de leur carrière, te disent, bah, je te suivrai, en fait. Ouais, c'est ça donne confiance dans l'idée de, ok, bon, ben, je monte ma boîte. Mais ça faisait déjà 10 ans que je bossais, en fait. Mais déjà là, c'était comme une espèce de remise en question ou de refaire un point. Ou déjà là, j'étais déjà à l'époque surpris que ces gens-là me disent on te suit, quoi. Tu vois, mais donc voilà, je monte ma boîte. On est en 2003, du coup. Voilà. J'aimerais revenir rapidement tout à l'heure quand tu parlais de la bienveillance, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de super important. C'est quand on ne connaît pas ce milieu-là, on a une vision très panier de crabe. Et en fait, finalement, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, c'est de dire, en fait, au final, oui, on va pas se mentir, il y a quand même pas que des gens très sympas dans ce milieu. Mais quand même, quand tu arrives et que tu es sympa, on te reconnaît pour ça et ça va... On sait très vite qui ne l'est pas et qui l'est. Et on sait très vite avec qui on veut bosser dans ce milieu-là et c'est important de ne pas se perdre quand même en route. Quoi. Alors je pense que ça serait presque plus intéressant de demander à ces personnalités pourquoi elles ont envie de travailler, pas avec moi, mais avec tel ou tel photographe, ou ce qui fait que elles vont vers tel ou tel autre. Moi, souvent, je me dis, enfin en tout cas je pense, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais que certainement alors c'est peut-être aussi d'être aussi autodidacte, du coup tu as un peu moins confiance peut-être, mais et puis mon père m'a pas aidé dans la confiance en moi. Pour le coup, si j'ai un conseil à donner, c'est aussi aux parents d'accompagner les enfants et de dire à leurs enfants quand c'est bien et quand ils font des choses bien et de leur donner confiance, quoi. Ça, c'est vraiment le truc duquel j'ai certainement un peu, on va pas faire de la psycho de balle, mais j'ai certainement un petit peu manqué et c'est aussi une des raisons pour lesquelles certainement encore aujourd'hui je me pose beaucoup de questions sur ma place et ma légitimité dans ce métier, quoi. Voilà, faut accompagner ses enfants et tant qu'on peut et leur dire quand c'est bien. Petite parenthèse, mais je pense, je suis moins bon techniquement que plein de confrères. Je le sais, enfin, je suis quasi certain de ce que je dis, enfin, pour 1000 raisons. Mais je pense que le fait d'être alors bienveillant, c'est compliqué ce mot parce que c'est un très joli mot, mais qui est devenu un peu édulcoré aujourd'hui. On l'utilise un peu à toutes les sauces, tout le monde le récupère, mais pourtant c'est un mot qui résume bien la chose, quoi. Enfin, mais d'être en tout cas bienveillant, gentil avec les gens. Je pense que face peut-être à des confrères qui sont meilleurs techniquement, mais peut-être moins affables et moins sympathiques ou moins j'en sais rien, ça a pu me faire décrocher des choses. Voilà. Oui, puis la photo, mine de rien, quand t'es modèle, t'as quand même besoin... Enfin, c'est quand même un moment où c'est intimidant. Et si t'es avec quelqu'un qui te fait pas te sentir à l'aise, bah tu passes pas un bon moment. Et en plus, je trouve que ça se voit à l'image quand tu passes pas un bon moment. Alors que si t'es avec quelqu'un avec qui tu te sens bien, finalement, là, tu vas passer un bon moment, tu vas avoir envie de faire des belles photos, tu vas avoir envie de le refaire. Et donc, ça change tout, en fait. Mais t'as un peu raison là-dedans. Mais là aussi, il faudra demander à des gens qui ont l'habitude de poser ce qui fait la différence. Mais moi, je me dis souvent, quand je fais des séances photo avec des gens, souvent dans la bagnole, après j'y repense, dans la voiture, après j'y repense, et je me dis, mais en fait, il faut avoir envie de faire des photos avec quelqu'un, en fait. Enfin, je veux dire, quand toi tu poses. T'as raison, c'est particulier comme exercice. Donc, moi, j'aime pas être pris en photo, par exemple, mais c'est particulier comme exercice d'avoir avoir envie de donner, en fait, à l'autre et d'être à l'écoute et d'écouter ce que la personne te dit, de faire confiance aussi à l'autre. Je trouve que c'est peut-être pas facile, quoi. Et donc, oui, et tu parles de bons moments, bah oui, quand tu pars avec, j'en sais rien, pour prendre 2-3 exemples, mais quand tu pars avec
Richard Boringer au Sénégal, quand tu pars avec Patrick Fiori en Arménie, quand tu pars avec Flavie Flamand au Mexique, quand tu pars avec des exemples, au bout d'un moment, je commence à en avoir pas mal et je suis tellement heureux d'avoir pu voir tous ces pays grâce à ce métier aussi. Quelque part, il faut avoir envie de passer du temps avec les gens avec lesquels tu pars. Enfin, tu pars pas en vacances avec des amis, mais tu sais que tu vas passer 4-5 jours à droite à gauche. Voilà, il faut avoir envie de partager du temps. Oui, au-delà de la photo, il y a la photo, il y a la technique, mais il y a le rapport à l'autre, quoi. Ouais, je trouve que c'est très vrai dans les deux sens. C'est que tu dis d'un côté, eux, en te proposant ces voyages, j'avais envie de passer ce temps-là avec toi. Mais toi, je pense qu'au moment où on te les propose, il faut que tu saches que tu vas passer un bon moment aussi et que ça va pas être un moment où tu vas être peut-être mis de côté ou être dans des relations conflictuelles. Je pense que c'est une vraie relation là pour le coup. Ouais, en fait, en plus à chaque fois que tu pars à l'étranger, en fait, évidemment, à chaque fois ça crée des liens un peu particuliers parce que j'en sais rien. Enfin, je vais pas donner des secrets de voyage, mais oui, parce qu'il y a des moments que tu partages. Patrick Fiori en Arménie, on a partagé des trucs mais tellement drôles. Vincent Niclot en Russie, à l'époque où on pouvait aller en Russie, dans les coulisses du Kremlin, c'est des trucs improbables et qui créent des souvenirs qui fait que forcément, quand on recroise ces gens ensuite, c'est toujours des super souvenirs. Là, je viens de retravailler avec Marianne James, que je connais, avec qui je bosse, et avec qui je bossais à l'époque de l'Ultima Recital. Voilà, on s'est recroisés là. D'abord, on était tellement contents de se recroiser et de se remémorer aussi. On avait fait un sujet pour un journal en Tunisie, je crois, et de voir Marianne en Ultima Recital, en Ulrika von Glott, donc avec ses robes délirantes au milieu du souk de Tunis. Enfin, voilà, tout ça, c'est des souvenirs qui se forgent et qui font que, oui, on est content de se revoir, je crois, avec les gens qu'on recroise comme ça régulièrement. Là, tu vois, je vais re-shooter, c'est début octobre. Je fais un sujet backstage avec Lara Fabian l'Olympia. Lara, c'est pas une amie, mais on se croise comme ça de façon récurrente et on est toujours content de se voir. Mais c'est pas une amie. Enfin, tu vois, elle est jamais venue manger à la maison. Mais voilà, je pense qu'elle valide mon nom chaque fois qu'on lui propose. Pour le sujet, là, le magazine lui a proposé mon nom. Je pense qu'elle a aucune réserve, elle comme d'autres, à se dire techniquement ça va être bien, je vais être jolie sur les photos, et puis le gars est sympathique. Voilà, donc oui, ça rentre en ligne de compte. Oui, voilà, forcément. Et du coup, tout à l'heure, tu t'es arrêté en 2003 quand tu montes ta boîte, et maintenant tu nous parles de tous ces voyages, donc c'est quand même que c'était un pari gagnant. Oui, alors les voyages, je les ai fait un peu sur toute cette période depuis que je bosse, mais ouais, c'est vrai que les voyages, ça a été canon. Enfin, moi, j'avais jamais pris l'avion. Enfin, la première fois, ça a été pour bosser. Et oui, je suis allé bosser dans plein de pays, et c'est pas du tout pour me la raconter, mais pour dire que ce métier m'a permis de faire des choses que je n'aurais jamais faites si j'étais resté dans mon petit bled, ou si finalement j'avais accepté de prendre la suite de la boîte de mon père. Et ça, d'ailleurs, aussi, c'est quelque chose dont je voulais parler. Mes parents étaient séparés quand j'ai pris cette décision de faire de la photo un métier. Et je sais pas, je me dis souvent que même si, quand mes parents sont séparés, quand j'avais 10 ans, que ça a été une époque douloureuse pour moi à ce moment-là, en tant qu'enfant, en fait, ça a dû être une chance. Mon père était tellement obtus à l'idée que je fasse ce métier, parce qu'il considérait que c'était un métier de feignant, que ça n'en était pas un, que c'était un métier de saltimbanque, enfin voilà, tous ces lieux communs. Je pense que certainement, s'il n'avait pas été séparé avec ma mère, il m'aurait fait faire la compta dans sa boîte, et puis j'aurais pris la suite de sa boîte, parce que j'aurais pas osé être en conflit, et puis en vivant sous le même toit, si j'avais vécu sous le même toit, ça aurait été invivable au quotidien, quoi. Sans compter qu'à l'époque, quand même, petite parenthèse, qui est assez drôle, c'est que quand je suis rentré à SIPA, et où je gagnais donc pas encore ma vie avec la photo, et que je faisais que les choses que les autres voulaient pas faire, et donc que des choses qui se vendaient pas, évidemment. J'habitais encore en Seine-et-Marne, bien sûr, j'habitais encore chez ma mère, j'avais une 2 chevaux à l'époque, et donc à chaque fois je recevais un fax, à l'époque un fax, et on disait voilà, c'est rendez-vous au bain-douche à minuit. Donc à minuit, je prenais ma 2 chevaux, j'allais au bain-douche 70 bornes, je faisais ou pas des photos parce que des fois les personnalités annoncées ne venaient pas, et je rentrais chez moi, et le lendemain je travaillais dans l'usine de mon père à plier de la tôle pour avoir un salaire et pour au moins avoir un peu de sous, quoi. Donc j'avais au début cette double activité de commencer à faire de la photo, mais de mettre mes gants la journée et d'aller travailler avec les gars, voilà, encore une fois, à plier de la tôle et transporter des plaques de tôle, voilà.
Oui, tu étais forcé de faire ça, en fait, pour pouvoir continuer à faire de la photo Exactement. aussi à côté, quoi. Et quand je suis rentré après mon service militaire, en fait, ça a été le switch. Je suis un peu décousu, pardon, dans ce que je raconte, mais parce que je repense à des choses. Et en fait, ça a été un peu le switch. Où à un moment, je me suis dit, en fait, si je continue à faire les deux, je ferai jamais vraiment la photo, quoi. Donc, la porte était ouverte à 6 pas. Je savais pas trop ce que ça allait donner. Mais donc, il y a un moment, effectivement, j'ai dit à mon père, bon, je vais arrêter de travailler avec toi. Ça a été le drame, évidemment. Hein. Je vais arrêter de travailler avec toi. Je vais me consacrer qu'à la photo. Parce que, et je pense que c'est aussi quelque chose qui te booste, en fait. Quand il y a un moment, tu te dis, bon, ben, voilà, du coup, je pense que j'ai dû, à l'époque, solliciter plus 6 pas en disant, ben, faut me filer plus de trucs. Parce qu'à un moment, faut que tu rentres des sous aussi pour acheter du matos, pour, bon. Donc voilà. Et tu mets du coup, tu reviens souvent sur le fait que tu as été autodidacte. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a énormément de formations qui existent pour la photographie. Toi, tu les vois comment, ces formations ? Comment te dire, la formation, elle est top d'un point de vue technique. Ah, je trouve que moi, j'ai manqué de technique. J'ai pas manqué de technique. J'ai perdu du temps à mes débuts parce que j'avais pas la technique. Donc, je pense qu'une formation purement technique est intéressante. Après, clairement, ce ne sont pas des métiers, le mien ou cadreur pour le Cinoche, ce ne sont pas des métiers. Jamais on m'a demandé mon diplôme, quoi. Jamais on m'a dit fais voir ton CV, quels sont tes diplômes en photo. Donc je pense qu'il faut faire extrêmement attention parce que souvent ces formations sont très chères. Je pense qu'il faut faire super attention, surtout qu'il faut faire de l'image et les montrer. En fait, les montrer à des professionnels, à des agences. Aujourd'hui, je pense qu'il y a encore plein de gens qui veulent faire photographe et auxquels les parents vont dire mais c'est pas un métier, regarde, c'est un métier difficile. C'est vrai que c'est un métier difficile, mais c'est déjà ce qu'on me disait quand j'ai commencé en fait. Donc oui, c'est un métier difficile. D'ailleurs, je lisais un papier de Libé il y a quelques années maintenant qui disait la photographie ne s'est jamais aussi bien portée et les photographes aussi mal. C'est dire que le métier est difficile. Parce qu'il évolue beaucoup. Entre la crise de 2008 financière, l'arrivée du numérique, enfin voilà, le développement des réseaux sociaux, tout ça change beaucoup les donnes. C'est aussi pour ça que moi j'ai switché et que je fais, même si je fais toujours un petit peu de presse, c'est plus du tout sur le même modèle qu'avant. Je ne produis plus de sujets ou quasi plus. Mais je travaille beaucoup sur des fictions maintenant ou pour des productions. Mais voilà, donc les formations, oui, faire des formations techniques, c'est important. Après l'œil, tout ça, ça prend pas en fait. Il faut vraiment montrer ces images et je reprends souvent à une citation de François Giroud que j'avais lue dans un de ses bouquins qui parlait du journalisme, mais c'est vraiment 3 choses qui peuvent s'appliquer à plein d'autres métiers, donc ça ne vaut pas que pour les gens qui écoutent ce podcast et qui veulent faire photographe. Hein. Où elle disait qu'il faut dans son métier, pour bien réussir, en fait, 3 choses qui fonctionnent toujours ensemble, c'est chance, talent et travail. Et elle a bien raison. C'est-à-dire qu'on peut avoir du bol, rencontrer les bonnes personnes au bon moment, être super bon, mais si on ne se bouge pas, si on ne taffe pas, ça ne va pas fonctionner. On peut taffer comme un malade, être très bon, mais si on ne rencontre pas les bonnes personnes ou si on ne sait pas rebondir sur les bonnes personnes, ça ne va pas le faire non plus. Enfin voilà, ce triptyque fonctionne vraiment bien, chance, talent, travail, quoi. Et en plus, c'est assez intéressant ce que tu dis, si on ne rebondit pas quand on croise la bonne personne. C'est intéressant parce que je trouve qu'il y a pas mal de jeunes de ma génération, en tout cas, à qui je parle, et qui me disent « Oui, mais il y a un tel qui m'a proposé de venir le voir, mais je sais pas, j'ose pas. » Il te l'a proposé, vas-y. Enfin... Et en fait, je trouve qu'on a ce problème de pas oser, alors qu'il y a plein de gens qui sont bienveillants et qui ont vraiment envie de nous aider. Mais tu sais, j'ai vu là, sur un plateau télé il y a quelques mois, j'ai trouvé ça dingue. C'était une émission de variété. Je travaillais pour France Télévisions. Et il y avait des musiciens qui étaient des enfants et qui accompagnaient Obispo, qui faisait son plateau, qui faisait son titre. Et donc, il y a un moment, il y a un solo de guitare d'un gamin, tu vois, dans le titre. Bon. Et puis, bon, l'enregistrement se finit. Enfin, voilà, le titre, on passe au suivant. Et en fait, je vois ce jeune gamin, il avait quoi ? Il avait 14-15 ans, quoi. Et je me suis dit, mais il a tout compris, ce gars, quoi. Je vois ce jeune gamin qui descend de sa place d'orchestre où il était, entre 2 plateaux, qui va voir Obispo, qui tape la discute 2 minutes et qui lui file sa carte, quoi. Ah, mais c'est génial. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il faut faire, quoi. Peut-être que Pascal Obispo n'en aura rien fait, peut-être qu'il aura perdu sa carte, mais peut-être pas. Peut-être qu'il l'aura confié à quelqu'un, ou mis chez lui, puis le jour où il a besoin d'un quelqu'un à la gratte, il va repenser à ce gamin en disant, mais tiens, il faut que je l'appelle, ou peut-être qu'il va le faire venir. On ne sait pas, quoi. En fait, il faut être hyper attentif aux rencontres qu'on peut faire dans sa vie, je pense. Et je le dis depuis le début, moi, c'était une succession de rencontres
sur lesquels j'ai rebondi à chaque fois, grâce auxquels j'ai rebondi à chaque fois. Mais grâce auxquels j'ai rebondi parce que j'ai attrapé le fil qui se présentait à moi, tu vois. Et où dans le quart de seconde, je me suis dit, tiens, je peux proposer ça. Toujours avec cette idée, je me répète, mais qu'on ne nous attend pas, quoi. Donc c'est vraiment aux gens, enfin à toi, quand tu as un projet, quand tu as une conviction, quand tu penses que tu as un savoir-faire ou quoi, il faut aller vers les gens, quoi. Oui, puis je pense que c'est ce qui est en plus très vrai dans ce milieu Enfin, le terme showbiz, je trouve aujourd'hui a été un peu déformé, et c'est dommage, mais dans ce milieu, en tout cas de l'image, ou dans ce milieu de personnalité, on a souvent l'impression que c'est impossible, enfin qu'on peut pas aller voir ces personnes-là parce qu'ils vont s'en foutre, parce qu'ils ont trop de sollicitations. Et au final, en fait, si tout le monde se dit ça, personne ne fait rien. Et alors que ça arrive de se prendre des vents et de tomber sur des personnalités qui sont pas top, mais quand même, souvent, ils sont sympas, ils vont donner un conseil, ils vont prendre 2 minutes. Et finalement, le plus dur et la meilleure chose à faire en même temps, c'est juste d'oser, en fait. Oui, tu as raison. Mais je comprends que ça soit un peu impressionnant. Alors, ou ça dans nos milieux, ou dans d'autres milieux, je sais pas, des grands patrons, peut-être que tu vois, des gamins au spa. Et en fait, si, il faut oser, en fait. Effectivement, il faut oser prendre contact, pourquoi pas, même via les réseaux sociaux, tu vois, s'il y a une envie, un truc, d'envoyer un message, et puis voilà, ça fera plouf, ou ça rebondira, t'en sais rien. Mais oui, non, faut oser, je suis assez d'accord avec toi, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et justement, on parlait des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui, du coup, ces dernières années, a pris énormément de place, et notamment Instagram qui a vraiment mis en avant la photo, puisque c'est la condition, en fait, pour publier dessus. Toi, tu t'en es servi comme un tremplin dans ta carrière ou c'est quelque chose qui t'a plutôt dérangé ? Écoute, alors, ça, j'allais dire, c'est un peu siphonné le milieu de la presse. Alors, c'est pareil, la presse people, ça a une connotation un peu négative, mais la presse magazine, en tout cas. Avant, on faisait des sujets vacances avec les personnalités. C'est-à-dire qu'on les retrouvait sur leur lieu de vacances et on faisait tout un sujet sur leur lieu de villégiature, leurs activités, j'en sais rien, et ça faisait 4 pages dans le gala ou ailleurs. On faisait des sujets, j'en sais rien, officialisation de nos relations, tu vois, entre un tel et un tel qui officialise le fait qu'ils soient ensemble. Voilà, tout ça n'existe plus. Tout ça n'existe plus parce qu'aujourd'hui, une comédienne ou une présentatrice qui veut officialiser sa relation, elle publie sur les réseaux la photo avec son mec ou inversement avec sa nana, ou tu vois. Pareil pour les vacances. Aujourd'hui, tout le monde poste ses photos de vacances, quoi. Donc ça a siphonné effectivement les sujets magazines que nous faisions, nous. Donc au début, comment te dire que j'ai pas vu d'un très bon œil il arrivait le développement de ces choses-là. Un tremplin, non. Enfin, moi, jamais les réseaux sociaux m'ont apporté un boulot, quoi. Alors, il apporte notre rencontre, parce que tu m'as contacté via Insta, donc ça, c'est canon. Donc, ça apporte des découvertes de gens, mais jamais ça m'a apporté un boulot, ni même mon site internet. J'ai envie de te dire, tu vois, j'ai un site, mais bon, enfin voilà, on dit que la nature a horreur du vide et qu'il faut le remplir, donc tu le remplis, mais bon, voilà. Rien d'autre que les rencontres, en fait, m'ont fait bosser jusque maintenant, tu vois. Après, oui, c'est pratique parce que si demain je voulais solliciter une personnalité pour faire un sujet, je pourrais le faire via les réseaux, si tu veux. Oui, des fois, c'est vrai que c'est plus facile de passer... Enfin, les réseaux permettent d'être directement en lien avec les artistes et de ne pas avoir à passer justement par leur agent et tout ça. Qui vont... parfois fait gagner un peu de temps quand Exactement, même. qui vont pas forcément barrière, mais qui n'ont pas que ça à faire. Donc, qui effectivement marquent sur un coin de post-it, parler de l'artiste à un tel, et puis en fait... ils n'y pensent pas parce qu'ils ont mis d'autres trucs à faire. Ça serait gentil de leur part de le faire, mais c'est des fois de l'oubli ou tu vois, un emploi du temps un peu chargé, quoi. Mais donc voilà, les réseaux sociaux, oui, peuvent faciliter ça, mais ont siphonné une partie, encore une fois, de mon activité. Donc ce qui fait que, là aussi, on parle souvent de résilience, mais c'est une espèce de résilience de se dire à un moment, donc il y a eu la crise financière de 2008, il y a eu ensuite la crise de la presse en 2018, où en fait les gros groupes de presse se sont tous fait racheter, les agences photos se sont toutes fait racheter, avec un métier qui a radicalement changé. C'était à peu près vraiment au moment de la démocratisation des portables, des réseaux sociaux, donc ça a été vraiment une période un peu difficile pour nous. Beaucoup de photographes, beaucoup de confrères ont arrêté le métier, enfin tu vois, j'en connais un qui est ambulancier, l'autre qui... Oui, t'as vraiment vu ça, ouais. Ah oui, l'autre, des confrères qui étaient plus installés que moi, qui étaient même installés depuis plus longtemps que moi, mais un autre qui est dans l'immobilier, un autre qui a monté un resto au cœur de la France. Enfin, beaucoup de confrères ont vraiment arrêté. En plus, les pauvres, derrière, ils ont eu la crise du Covid. C'était peut-être pas les meilleurs. De monter le resto, ouais. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire en 2018. Non. Il est 2018, mais voilà, ça...
Il y avait déjà eu des ventes précédemment, hein, des groupes de presse. On avait déjà connu une crise en 2018. Vraiment, ça avait touché aussi tous ces gros médias. En fait, enfin, surtout qu'en France, en fait, les journaux sont détenus par 3 gros groupes. Enfin, on a vite fait le tour. Hein. Ouais. Donc déjà, ça avait beaucoup morflé à ce moment-là. Et puis, ouais, il y a de nouveau des rachats. Le groupe Mondadori qui se fait racheter. Le groupe Philippe Aki qui revend des titres. Et en plus, aujourd'hui, en fait, tous ces gros groupes sont plus dirigés comme, je parle de Philippe Aki, Daniel Philippe Aki qui était à la tête de Match et de ce groupe. C'était un type qui aimait la presse, quoi. Gökçin Sipayoglu qui dirigeait l'agence SIPA, c'était un type qui aimait la presse, quoi. Aujourd'hui, tous ces gros groupes sont dirigés par des financiers, quoi. Donc ces financiers, c'est assez simple, c'est leur métier. Hein. Des financiers, c'est 1 + 1 doit faire 3, quoi. Donc on n'achète plus de sujets aux photographes, aux agences. Quand on en achète, c'est très peu cher. Du coup, nous, on ne produit plus de sujets. Donc, il y a un moment, je me suis retrouvé à me dire, OK, donc la presse de laquelle je vis depuis des années ne fonctionne plus. Est-ce que j'ai ma place ailleurs, en fait? Donc, je connaissais un peu de gens dans les chaînes télé. Et en fait, est arrivé le moment où Lucie, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais c'est Lucie, qui m'a demandé auprès de TF1 pour un tournage en Inde. Et du coup, j'ai fait ce tournage en Inde avec Ryan Bendetti, Un coup de foudre. Et en fait, ça m'a... Quand on parle de rencontres, encore une fois, tu vois, qui sentent savoir, en fait, t'aiguille sur... J'avais déjà fait quelques fictions, mais très peu. Jusqu'alors, depuis que je me reposais un peu des questions sur mon métier, depuis l'arrêt du marché de la presse. J'en avais fait quelques-unes. Mais l'Inde a encore été une fois de plus un tournant, ce tournage, en m'installant un peu plus comme photographe de fiction. Donc j'ai un peu mis cette fiction en avant, et puis j'ai bossé de plus en plus pour France Télévisions, très peu pour TF1, bizarrement. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. TF1, je bosse sur les clèmes, mais imposé par personne. Hein. Ils ont pris l'habitude, ils savent que ça se passe bien, comme je t'en parlais avec Nalouen à l'époque. Là, c'est pareil, ils savent que ça se passe bien avec Lucie, qu'elle a confiance, donc voilà, ils me mettent sur les clèmes quand ça se tourne. Parce que Lucie, du coup, je sais pas si ça parle à tout le monde, Lucie Lucas, mais c'est l'interprète de Clem, justement, sur TF1. Voilà. Donc on connaît tous sa tête, mais pas forcément le nom de la comédienne derrière. Oui, t'as raison. Et donc voilà, j'ai lentement glissé vers maintenant je fais encore un peu de la presse, mais sur commande. Je travaille avec Valérie Damido pour son magazine de déco. La même chose avec Faustine Bollard qui a un magazine qui s'appelle Entre nous, donc avec qui je travaille aussi. En fait, à un moment je me suis dit, il faut que tous ces contacts que j'ai acquis pendant 20 ans, toutes ces bonnes relations, comment je peux faire pour les transformer, les emmener ou travailler avec elles, mais vers d'autres choses. C'est un peu le hasard, hein, parce que Faustine, moi j'ai rien fait pour, mais on se connaît depuis très longtemps. Il se trouve que ma femme est sa maquilleuse, mais elle travaillait avec elle. Et puis elle est très gentille en plus. Ouais, mais je veux dire, elle travaillait avec elle sans essayer de me placer, j'ai envie de te dire. Puis Faustine, voilà, par les réseaux, on est en relation, tout ça, mais c'est venu d'elle, de souhaiter travailler avec moi, sans que personne lui suggère ou sans que je la rappelle. Bon, Valérie Damido, c'est le hasard, parce que c'est l'éditeur qui m'a appelé, qui m'a proposé. Je dis, avec Val, on se connaît depuis très longtemps, super cool, ça me fait très plaisir de rebosser avec elle. Là, j'ai fait aussi une affiche avec Anne Romanoff pour son spectacle. C'est pareil, c'est quelqu'un avec qui je travaille beaucoup en presse, qui un jour a pensé à moi pour me faire travailler en production. Et même Lucie, en fait, il y a les tournages, mais elle m'avait demandé auprès de Léa Nature, puisqu'elle est égérie du groupe Léa Nature, pour une photo avec son fils, pour un produit naturel. Donc voilà, quand on parle de résilience, il y a aussi ça à avoir en tête. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rester ouvert et se dire, OK, ce bout de marché-là s'effondre, qu'est-ce que je peux faire? Mais dans ma série, je me pose des questions tout le temps. Je ne savais pas si j'avais ma place ailleurs qu'en presse. En presse, j'étais entre guillemets un peu référencé, et donc on me connaissait en presse, mais ailleurs, je ne savais pas si j'avais ma place. Oui, puis en plus, tu parlais des reconversions totales de certains de tes anciens collègues, mais finalement, en fait, passer de la presse à un plateau, c'est encore déjà une reconversion. En presse, c'est toi qui va presque donner, qui va donner finalement pas les ordres, je sais pas comment dire, mais qui va prendre tout en main. Sur un plateau, il faut se faire petit, et en fait, c'est le réel et c'est place à l'image en premier, donc c'est 2 métiers différents. Exact. Ce que tu dis, je sais pas si tu connais ces milieux, mais visiblement oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce sont des métiers très différents. Tu résumes parfaitement la situation. C'est-à-dire que
Autant tu montes un studio ou tu montes un rendez-vous photo avec quelqu'un et tu diriges, tu fais ta lumière, enfin tu diriges en connivence avec la personne que tu photographies, mais tu prends les choses en main, tu as raison et tu organises les choses. Autant sur un plateau, c'est exactement ça. C'est pas ta lumière. Les gens sont pas là pour ça, ils sont pas là pour toi. Faut être discret tout en ayant sa place parce que si on t'oublie trop, on oublie de poser pour toi ou on oublie quand tu demandes une photo, on avait oublié que tu étais là. Donc c'est très compliqué. C'est un autre exercice, mais qui est assez intéressant en fait, même psychologiquement, parce que c'est ça, c'est être discret, mais être là. Pareil, en fait, il faut savoir que sur un unitaire, ce qu'on appelle un téléfilm, en fait, sur un unitaire, en gros, tu as 3 jours de photos. Les prods et les chaînes mettent un photographe 3 jours. Mais quand tu arrives le premier jour sur une équipe que tu connais pas forcément, avec des comédiens que tu connais pas toujours, en fait, très rapidement, tu n'as que 3 jours. Et pour faire les photos de plateau, et aussi très souvent, maintenant, on te demande de faire des petits close-up à côté des séances photos. Donc, en 3 jours, il faut que tu te fasses pote avec L'Oréal. Le premier, surtout, parce que c'est le premier qui va auprès duquel il faut que tu demandes des photos. Et puis des comédiens que tu connais pas. C'est-à-dire que très rapidement, il faut qu'ils aient ta confiance, quoi. Et c'est pas toujours simple. Alors c'est simple, comme je viens de recroiser la Julie de Bonnat sur une fiction, et que quand je te parle des voyages, j'avais croisé Julie sur un coup de foudre encore, en Laponie. Donc ça a créé aussi forcément un peu là, c'est fou. Alors pareil, pas des liens d'amitié, hein, on n'est pas amis du tout avec Julie, mais du coup quand on se retrouve, c'est forcément, on était avec Tomer, Sisley, là-bas en Laponie, c'est forcément, on avait des aurores boréales, on avait de la neige jusqu'aux genoux, c'était pas des conditions faciles, donc voilà, là je la recroise. C'est assez facile quand je la sollicite pour faire un petit close-up en marge du tournage, qu'elle accepte, même si elle n'est pas là pour ça. Il y a une séquence de laquelle elle n'est pas, ok, elle me dit oui. Cette relation de confiance, elle se voit quand, tu disais tout à l'heure, Lucie Lucas qui fait des photos avec son fils qui t'appelle. Il me semble que tu as fait des photos d'Élodie Gossuin avec ses enfants aussi. Tu dis, en fait, si ces personnes-là, elles te choisissent toi quand elles doivent montrer les personnes qu'elles protègent en fait le plus dans leur vie, c'est qu'elles ont confiance dans le travail que tu vas rendre, quoi. Et puis, alors, tu parles de ces 2 exemples-là. En fait, moi, ce que j'ai adoré ou ce que j'adore dans ce métier, c'est aussi qu'on se suive avec les gens et que les relations professionnelles durent, quoi. Élodie, on a fait les premières photos le lendemain de son élection, Élodie Gossuin. Donc on en a reparlé récemment, je n'ose même plus dire quand c'est, je me planterai, mais c'était il y a au moins 20 ans, quoi. Il y a plus de 20 ans, quoi. Et en fait, pareil, Élodie, oui, on s'est recroisés assez souvent depuis. Effectivement, quand il a fallu faire le premier sujet avec ses enfants, elle a demandé si c'était possible avec moi. On avait fait un sujet il y a 4 ou 5 ans, je crois maintenant. Évidemment, quand tu as 2 paires de jumeaux, c'est un peu compliqué dans une chambre d'hôtel de faire une séance photo. Et Élodie me disait, je m'en souviens, parce que ça m'a fait marrer, elle me dit non, mais de toute façon, il n'y a que toi qui peut comprendre et qui peut gérer ce genre de séance photo. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne peut pas tout gérer. Donc, c'est un peu le bordel, mais... Donc oui, puis on se connaît bien et ça me fait plaisir quand on bosse ensemble depuis longtemps. Lucie, ça fait pas si longtemps, mais ça fait 7 ans maintenant. Nolwenn, depuis la Starac, on se croise très régulièrement. Flavie, Flamand, on a refait récemment un shoot, mais on était heureux de se voir. Enfin, j'espère que c'était partagé. Voilà, on sait jamais. Et puis Flavie, c'est drôle parce que j'ai rencontré son fils qui est photographe maintenant. Ah, c'est chouette ça. Et moi, j'entendais parler de lui quand lui était enfant et que je travaillais avec Flavie, et lui entendait parler de moi en tant que photographe à la maison, enfin chez eux. Et donc là, il est photographe, donc je dis, ça serait rigolo qu'on se rencontre. Donc on s'est rencontrés et puis on s'est super bien entendu. Mais donc moi, j'adore ça quand les relations s'installent. Mais j'allais dire, c'est comme dans ma vie personnelle avec des amis. Enfin, tu vois, quand les relations s'installent et qu'on se suit et qu'on suit nos évolutions respectives, je trouve ça canon, quoi. Oui, quand ça dépasse le cadre juste professionnel et que tu dis, tu crées des relations que tu n'aurais jamais pensé pouvoir créer un jour en plus. Mais c'est ça, j'ai envie de te dire, quand on parle de la base de ce podcast, qui est de dire, voilà, en gros, ayez confiance en vous et tentez le truc. Effectivement, si je repense à mes débuts, ou quand je me revois en train de plier de la tôle avec les gars, mes gros gants dans l'usine de mon père, je ne pouvais pas penser que j'allais m'installer dans des relations durables avec certaines personnalités, ou même continuer ce métier et réussir à faire modestement ma place, même si c'est pas toujours facile, hein. C'est aussi un truc important à dire, c'est-à-dire que ce métier, comme beaucoup de métiers artistiques ou para-artistiques, enfin on dit ça comme on veut, mais c'est pas toujours facile parce que d'abord on dépend aussi de l'envie des autres. On le disait tout à l'heure, si des gens n'ont plus envie de faire de photos avec toi, ça peut s'arrêter.
Ils peuvent aussi complètement, ça m'est arrivé avec certaines personnalités, et je le comprends même si ça fait un peu mal et que c'est un peu difficile à admettre. Alors, c'est pas difficile à admettre, c'est difficile à digérer. Que des fois, quand des gens bossent avec toi pendant 5-6 ans, au bout d'un moment, eh ben, ils ont envie d'un autre regard, d'un autre photographe. Et puis d'un seul coup, ils te disent j'aimerais bosser avec d'autres. Donc, c'est un peu douloureux. Ah oui, ça fait mal quand même. Ça fait mal, mais je comprends. Et d'ailleurs, souvent, quand ça s'est fait, et 2-3 ans plus tard, en fait, hop, on avait rebossé ensemble et puis c'était reparti pour... Oui, il faut pas être rancunier, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est des... Comme c'est en plus assez fragile quand même, ce métier, d'un seul coup, si tu as quelqu'un avec qui tu bosses souvent, qui te dit « Ah, tiens, je vais changer », oh là, tu frémis un peu en disant « Mais je perds quand même quelqu'un avec qui je bosse beaucoup, il va se passer quoi ?» En fait, alors, pareil, c'est peut-être lié aussi à l'enfance, j'en sais rien, mais en fait, j'ai toujours un... Comment te dire j'ai toujours peur de décevoir, en fait. Donc de décevoir les gens que je prends en photo. Au-delà du client qui attend les photos, mais la personne qui est face à moi, c'est vraiment... Et c'est peut-être aussi d'ailleurs ce qui me booste, mais j'ai toujours peur de décevoir. C'est-à-dire que j'ai toujours presque besoin d'avoir le retour, en espérant que ce soit positif, mais d'avoir le retour des gens. Et très souvent, les gens que tu photographies pensent pas te faire un retour, ils valident les photos, donc dans leur tête, s'ils valident, c'est qu'ils aiment bien. Mais en fait, si on te le dit pas, tu sais pas vraiment quoi. Et c'est toujours rassurant d'avoir un retour positif parce que, encore une fois, moi, je crois que c'est aussi lié, en fait, c'est ce que je ressens dans ma vie personnelle qui déborde aussi sur le reste, c'est que j'aime pas décevoir, quoi. Et j'ai pas envie de décevoir. Et donc, quand tu déçois, alors, sans aucune prétention, mais ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, je suis mal, mais je suis profondément triste, quoi, en fait. Oui, parce que tu le fais avec ton cœur. Donc, du coup, forcément, c'est pas juste une déception professionnelle. Quand tu travailles derrière un bureau pour le compte de quelqu'un et que tu as raté un truc, là, c'est ton art, c'est toi qui l'as fait, tu t'es vraiment impliqué dedans. Donc, forcément, ça te touche personnellement, en fait. C'est ça. Mais en fait, c'est ça qui est fou, c'est la puissance. On peut dire 120 fois que ton travail est super. S'il y a une fois où on te dit la phrase qui te fait mal, tu retiens que celle-là et tu t'en rappelles 10 ans après, quoi. Mais c'est un peu ça. Mais c'est même d'ailleurs, quand je fais l'editing de mes photos, ça veut dire que je vais faire le choix, enlever les ratés, garder que les bonnes avant de passer en post-prod. Très souvent, je remonte de mon bureau en disant à ma femme ou à mes enfants « Ah, c'est con, j'ai raté cette photo, elle est floue, ou il y a eu un moment que j'ai pas réussi à choper, mais sans du tout à ce moment-là me souvenir des 250 autres qui sont très bien, si tu veux. » Mais je crois qu'on fait toujours... Mais c'est humain, en fait. Hein. Je pense que ce soit dans la photo ou dans n'importe quel autre métier, c'est toujours ça. Je pense qu'un musicien, sur 2 heures de concert, s'il a fait une fausse note, il va dire « Mais là, j'ai fait une fausse note. » Ouais, tu vois. Enfin, c'est vraiment... Je pense que c'est... Peut-être. Mais il faut arriver à passer... pareil, pour faire un lien avec ton podcast, je pense qu'il faut arriver à passer un moment au-delà. Au-delà de ça. Sur le moment où ça te mine pendant un quart d'heure, ok, mais je pense que l'exercice, c'est de dire... allez, faut continuer. Mais c'est pas ça qui va faire qu'on va plus t'appeler, quoi. C'est ça. Mais ça, au début, tu le sais pas trop, en fait. Au début, tu le sais pas trop, t'as raison, et tu peux vite flipper, en fait, d'une erreur ou d'un truc ou de la photo que t'as pas. Et en fait, en plus, en général, personne s'en rend compte. C'est-à-dire que, comme c'est toi qui fais l'editing, personne se souvient qu'à ce moment-là, ça aurait pu donner une bonne image, quoi. Il n'y a que toi qui le sais. Enfin... Non, mais c'est clair, au pire, il va se dire « Ah, je me rappelais cette photo, je me disais qu'elle allait être sympa. » Et c'est tout. Enfin, tu vois, lui, il va pas s'en rappeler. Exactement. Ouais. Non, mais c'est des métiers complexes, intéressants, mais complexes. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai monté ce podcast, c'est de dire vas-y, on raconte la réalité de ce qui se passe et pas juste les super moments où tout brille. Parce que sinon, je pense qu'au bout de 2 mois, t'es déçu si t'attends que tout brille. En fait. Ouais, complètement, ouais. Puis alors, t'as raison, c'est bien aussi que qu'on souligne les moments un peu plus compliqués, mais alors, qui sont dans toute carrière, je pense, alors peut-être plus dans les métiers, encore une fois, artistiques ou para-artistiques, mais d'avoir des moments de doute, d'abord, c'est peut-être ce qui fait un peu avancer. Et puis le cœur de ton podcast, c'est vraiment ça, quoi. C'est encore une fois, faut oser, faut pas hésiter, faut tenter des trucs. Mais là encore, je sais pas si c'est le fait d'être autodidacte qui me fait penser ça, mais quand je te disais que j'étais des fois encore surpris qu'on m'appelle, mais enfin, je sais pas, encore une fois, si les confrères, c'est pareil, mais alors j'arrive un peu plus à relativiser maintenant, mais je pourrais me dire, au bout de, encore une fois, 25 ou 30 ans de métier, et c'est sans prétention, mais des fois, je suis obligé de me le redire pour me rassurer moi-même, avec des couves de gala, avec des sujets dans match, avec des collaborations avec des tas d'artistes, avec des tas de magazines, des tas de productions.
J'arrive maintenant un peu à me dire, détends-toi en fait. Si on t'appelle, encore une fois, c'est pas simplement parce que t'es sympa en fait. Et puis en général, tout le monde le sait autour de toi, ça, mais t'es le seul qui arrive pas à te le dire. Oui, puis comme j'ai toujours des doutes, que c'est un truc inhérent à moi, à titre personnel, comme j'ai toujours des doutes, encore une fois, je suis toujours surpris. Mais non, c'est pas que simplement parce que tu es sympa. Parce que pour ces gens dont l'image est importante, c'est aussi important d'avoir une image qui leur corresponde ou une belle image, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, a priori, ils savent que tu sais le faire, quoi. Et du coup, toi, c'est un stage au lycée qui a lancé ta carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, tu prends des stagiaires parfois avec toi pour leur transmettre ta passion? Alors, les stagiaires, c'est compliqué parce qu'avec nos métiers sans horaire, je peux des fois passer une semaine en post-prod au bureau, ce qui n'est pas très intéressant. En revanche... je suis toujours, quand on me demande si je peux prendre un stagiaire, je renvoie souvent vers les services photos des chaînes de télévision ou vers des studios photos. Mais en revanche, je suis très, partant pour rencontrer, prendre un café et parler de mon métier et donner des conseils que j'ai donnés d'ailleurs ici dans ce podcast. Mais je suis toujours partant pour rencontrer des gens et parler de ce métier que j'adore. Et qui continue d'évoluer, sans arrêt, quoi. Et est-ce que là, il y a d'autres conseils ou messages que tu aimerais faire passer avant la fin de l'épisode à des auditeurs qui seraient intéressés pour en faire leur carrière? Je crois que j'ai déjà dit beaucoup de choses, et si je les redis là, ça va peut-être faire un peu redite, parce que je me répète très souvent sur l'idée de se faire un minimum confiance, en fait. C'est pas un exercice facile, mais... Et je pense qu'on a plus cette confiance quand on a fait une école, en fait. Je pense que ça te donne une assise pour dire « Ok, je sais faire des photos ». Alors que, comme on le disait, une photo, c'est pas que de la technique. Mais quand tu es autodidacte, dans ce métier comme dans d'autres, je pense que c'est plus compliqué. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter. Enfin, on ne perd rien à aller montrer ces images à quelqu'un, à demander des avis, à dire... des fois, il n'y a pas d'enjeu. Surtout au début, donc faut y aller surtout au début d'une carrière ou d'une profession, quoi. Faut aller à la rencontre, faut bosser. Et oui, je me répète, mais tant pis. Surtout quand on commence, on nous attend pas, quoi. Donc faut y aller. Et puis il faut pas se faire d'illusions non plus. Enfin, moi je dis très souvent que j'ai beau faire des photos quasi tous les jours, en tout cas toutes les semaines, avec des gens qui ont pris l'habitude de me voir tout le temps. Et sorti du peu d'amis connus que je peux avoir dans ce métier, j'en parlais encore récemment, demain je disparais du circuit, je passe sous un camion où les 3/4 ou les 5/6 des gens avec qui je bosse ne s'en rendront même pas compte. Donc ça, je trouve que c'est aussi important de l'avoir en tête. C'est dur comme constat quand même. C'est dur, mais c'est la réalité en fait. Et je voyais là aussi il y a un type qui a écrit un bouquin, qui était photographe, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La dernière photo. Et c'est assez drôle parce qu'il est sur le plateau d'une émission littéraire pour parler de son bouquin. Son nom m'échappe, mais ça me reviendra, où on peut le rechercher. Son bouquin est vraiment intéressant. C'est justement un photographe qui arrête le métier parce qu'il a tellement changé qu'il ne se reconnaît plus là-dedans. Et il est sur cette émission littéraire à présenter son bouquin avec des tas d'écrivains très connus. Et il leur dit, moi, on me disait souvent que j'étais un bon photographe parce qu'on ne me voyait pas. Et il dit, mais quel étrange compliment de dire à quelqu'un, vous êtes transparent, quoi. C'est clair. Et il dit d'ailleurs, il s'adresse aux auteurs qui sont là, il dit d'ailleurs, je vous ai tous pris en photo, pour certains chez vous, et on montre les photos qu'il a faites, et les écrivains se souviennent absolument pas de lui. Ah, c'est fou. Alors que pour certains, il est allé chez eux, quoi. Ouais, tu vois, pas se fourvoyer. Le peu d'amis que j'ai dans ce métier sont des amis sur lesquels je peux vraiment compter, mais ils sont très peu. Pour la majorité des autres, d'abord, comme on le disait tout à l'heure, quand ils font appel à toi, c'est aussi parce que c'est un peu bizarre, parce que c'est aussi parce qu'ils ont besoin d'une belle image d'eux. C'est pas effectivement pour te faire plaisir. Donc, tu vois. Mais je l'assume complètement, ça me pose aucun problème. J'ai très peu d'amis connus dans ce métier sur lesquels je peux compter. Pour la plupart des autres, c'est un peu comme au bureau, c'est des excellents collègues de travail, en fait, avec qui on s'entend bien, avec qui on se marre, avec qui on passe des bons moments, mais ce sont des collègues de travail, quoi. Et ça paraît bizarre, mais c'est le cas de Lara Fabian. Mais encore une fois, quand je dis là que je vais faire un sujet backstage avec Lara à l'Olympia la semaine prochaine, le mois prochain, qu'on a déjà fait des tas de sujets ensemble, encore une fois, quand on se remémore, moi dans mon petit village de Seine-et-Marne qui ai commencé par faire des photos du bal du Club des Anciens, je ne pouvais pas penser que 30 ans plus tard, je pouvais envoyer un mail à Lara Fabian ou à d'autres
en disant je suis content, on se revoit là, ça fait longtemps, enfin, tu vois, et qu'on allait passer du temps ensemble dans sa loge, dans l'intimité de sa loge. J'ai une grande conscience de cette chance que j'ai de partager des moments parfois très intimes avec les personnalités, quoi. Que ce soit des moments de famille ou des moments là comme là, de partager une loge ou qu'on m'accepte. Quand je te dis je suis surpris, voilà, qu'on accepte que je sois parfois, ça va être le cas avec Lara, seule dans sa loge avec elle, à faire des images, à lui demander ce que je souhaite. Je crois qu'il faut pas s'interdire ou pas arrêter d'être surpris. Je trouve que ça permet de garder dans ces métiers ou dans ce métier une fraîcheur ou une envie, quoi. Tu sais, putain, c'est dingue quand tu sors de la loge. Il y a des tas de gens qui sont dans la salle qui rêveraient de passer ne serait-ce que 2 minutes 30 avec une personnalité, et tu viens de passer 1 heure dans sa loge où elle t'a oublié, où on a fait des images tranquillement. J'ai une forte conscience de ça, en revanche. On n'a pas parlé, mais de ce projet personnel que je développe sur la biodiversité végétale. En fait, ces rencontres, des fois, t'emmènent sur d'autres trucs, quoi. Et ça sera peut-être ça pour finir, parce que c'est un peu mon dernier boulot. Oui, vas-y, raconte-nous ça. En fait, au-delà de la photo, moi j'ai toujours été passionné par la nature et l'environnement. Avant la photo, j'ai toujours eu un jardin. On avait des poules quand j'étais gamin. Ma mère m'a acheté des fleurs sans arrêt pour planter dans le jardin. Bon, bref. Donc, j'allais dire, ma première presque passion, ça a été la nature, en fait. Et puis, en fait, c'est bizarre parce que c'est un truc, pas que j'ai abandonné, parce que j'ai toujours adoré, tu vois, partir en montagne, marcher, les bords d'océan, enfin, j'ai toujours adoré ça. Quand j'étais gamin avec des potes, j'avais déjà monté un petit journal sur l'environnement. Enfin, et en fait, il y a quelques années de ça, il y a 3 ans, 4 ans maintenant, je crois, 5 ans. Donc, j'habite la campagne, donc j'ai un poulailler, un potager, un composteur. Et donc, le matin, on a nourrir mes poules, avant certainement d'aller sur un studio photo, truc qui n'a rien à voir, tu vois. Mais je sais pas, il avait gelé, et je me penche sur une pâquerette qui était prise dans le gel. Et en fait, je trouve ça sublime. Donc, je vais chercher un boîtier, je fais une photo, et je me dis, c'est dingue, on dirait que chaque petit cristaux de gel a été planté par quelqu'un, c'est sublime. Ouais, c'est sublime. Et en fait, du coup, je me suis mis à photographier des fleurs dans mon jardin, uniquement. Le pitch ou la démarche, c'était, sans me mettre de pression, dire, tiens, ce matin, si je m'arrête faire un truc, je cherche un boîtier, je fais une photo. Et donc, j'ai accumulé des photos comme ça. Mais j'en faisais rien. Et puis, en fait, j'ai rencontré des éditeurs qui me disaient non, le marché du livre s'est effondré, les beaux livres, ça se vend plus. Donc j'étais un peu dubitatif en me disant, je fais des photos, mais elles servent à quoi ? Ces photos-là, elles servent à quoi ? Et puis, et encore des rencontres qui te boostent sur des projets. C'est que je fais des photos avec Fanny Agostini, qui à l'époque présentait Thalassa. Et en fait, l'attaché de presse de France Télévisions qui me met sur ce boulot-là, qui me connaît bien, Solène, me dit, mais en plus, je suis sûr que tu vas super bien t'entendre avec Fanny. Parce qu'après, c'est ça aussi, c'est que les gens te mettent en relation pour bosser avec des gens où ils se disent, tiens, les affinités, ça a marché. Bon. Et donc, on fait ce tournage à La Rochelle du Thalassa. Et puis, au repas du soir, on discute avec Fanny et je lui parle de ces photos que je fais. Et je dis, mais écoute, je ne sais pas quoi en faire de ces photos, je les fais, mais... Et elle me dit, fais voir. Donc, je lui montre sur mon Insta 2-3 photos. Là, elle me dit, c'est sublime. Et je dis, ouais, moi, j'appelle ça les beautés de proximité. Voilà, parce que c'est un truc, on fait plus tellement attention aux choses qui nous entourent, qui des fois sont juste sublimes, pas la peine d'aller à l'autre bout du monde pour voir une fleur sublime. Un myosotis vu de près, c'est juste un truc de dingue. Une fleur de romarin, tu croirais une orchidée. Enfin bon. Et en fait, ça en reste là. Et je fais la couverture dans la foulée. On s'entend avec Fanny. Elle me demande pour la couverture de son bouquin qui s'appelle Faites le plein de nature, son premier bouquin. Et puis elle me l'envoie sans rien me dire. Et en fait, je m'aperçois que dans ces pages, Faites le plein de nature, qui est un bouquin qui engage à se gorger de nature pour aller mieux au quotidien, pour aller bien simplement. Et en fait, je m'aperçois qu'elle cite les beautés de proximité comme étant à l'instar du photographe Christophe Lartigue. Ah, c'est fou. Sans me l'avoir dit, en fait. Ah ouais. Alors du coup, pareil, elle ne le sait pas vraiment, mais parce que je ne lui ai pas dit, mais ça m'a donné un peu de... Comment je dirais ça donne un peu de consistance à ce que je faisais. Je me suis dit, mais c'est dingue, elle en parle, donc... Et puis c'est que cette discussion l'a marqué, que ton travail l'intéresse, enfin tu vois, c'est encore une fois de la reconnaissance. Tu vois. Donc bon, et puis du coup, je cogite un peu, je montre mes photos à Lucie notamment, qui est Lucie Lucas, quelqu'un de très engagé, qui trouve ça canon, qui me dit pareil, il faut que tu en fasses un truc, ouais, mais quoi ? Puis de fil en aiguille, grâce à ses avis, en fait, je me dis, ouais, peut-être que j'en fasse un truc, mais quoi ? Alors peut-être une expo, donc je lance pour la première fois de ma vie un Kiss Kiss Bank Bank pour financer 30 très grands tirages.
je me dis c'est peut-être mieux si j'ai des partenaires, donc Fanny, Lucie, Hélène Médig, Nikos Aliagas, que je connais bien, qui fait beaucoup de photos. Tous ces gens acceptent de faire des petits mots de soutien, enfin, en tant que parrain. Et puis jusqu'à Pierre Rabhi, que je ne connaissais pas, mais dont j'admire le parcours et dont je valide beaucoup des dires, des écrits. Et donc je fais passer à Pierre Rabhi quelques photos en façon assistante en disant voilà, si Pierre Rabhi aurait la gentillesse de jeter un œil, s'il a le temps, et s'il veut bien m'écrire. Et il m'écrit en fait, et c'était le dernier à me convaincre, en fait c'était le dernier de mes parrains, mais où il m'écrit, alors déjà Nico ça avait été extrêmement pertinent, Lucie, Fanny aussi, Hélène aussi, mais Pierre Rabhi je ne connaissais pas, contrairement aux autres. Donc il n'avait aucune raison de m'écrire un mot juste pour me faire plaisir si tu veux. Et il m'écrit un mot extrêmement pertinent sur ce que je veux faire passer comme message. Donc ça finit de me convaincre, comme dire, ok, je lance ce Kiss Kiss, qui a été financé. Donc ça a donné lieu donc, à 30 très grands tirages qui ont été exposés à Paris, au Renaissance Trocadéro. Et même là, en fait, c'est très touchant parce que ça aussi, ça peut rentrer aussi dans le cadre de ton podcast. Avoir un projet et lancer un Kiss Kiss, c'est une bonne expérience. Alors c'est un peu stressant parce qu'en fait c'est un tout ou rien. C'est-à-dire que quand tu arrives au bout du nombre de jours impartis, si tu n'as pas ton budget, on rembourse tout le monde et tu rentres chez toi, tu pleures en fait. Ah, je savais pas que c'était ça. Tu peux pas garder ce que tu as eu. Non, pas sur le Kiss Kiss Bank Bank. Il y en a peut-être d'autres qui sont différents, mais le Kiss Kiss Bank Bank, c'est comme ça. Donc c'est un peu stressant parce que tu dis ok, donc après j'ai plus que mes yeux pour pleurer. Donc jusqu'au dernier moment, et alors ce qui est drôle, c'est que c'est une expérience vraiment intéressante. C'est pour ça que je pousse un peu à le faire parce que en fait, il y a un grand mélange de gens qui mettent des sous là-dedans, des gens que tu connais pas, qui te suivent sur les réseaux, des potes d'enfance ou de collège que tu n'as pas vu depuis des années, mais pareil, avec qui on est en lien sur les réseaux. Et puis la dernière à mettre, c'est Anne Romanoff. Anne Romanoff qui met genre 2 heures avant la clôture. Elle y arrivait pas, c'était une tannée, elle me dit je comprends rien ce truc-là, bref. Et genre 2 heures avant, elle met en fait les sous qui complètent le truc. Et qui te permettent de valider ta cagnotte. Et qui valide la cagnotte. Alors, tu peux mettre toi si tu veux, toi, c'est donc 100 balles, tu peux les mettre pour finir le truc. Et puis d'un seul coup, quand tu regardes, tu dis c'est marrant parce que c'était un projet personnel. Et à l'arrivée, un projet comme celui-là devient un vrai projet commun avec un mélange de gens. Oui, il y a plein de gens connus qui ont mis des sous comme Marianne James, Faustine Bollard, Fanny Agostini, Lucie, Lucas. Voilà, il y a plein de gens comme ça. Et à côté de ça, Natacha Saint-Pierre. Alors ça aussi, c'est drôle, petite parenthèse, mais Natacha, on se connaît un petit peu. Et ça donne des fois lieu à des double vie, à des choses étonnantes. C'est qu'on se croise sur un plateau télé, donc elle fait sa variété, elle finit son titre. Moi, je suis en train de discuter avec des gens de France Télévisions qui connaissent pas forcément ma double vie, campagne et photo. Et en fait, Natacha finit son titre et elle vient me faire un bisou et elle nous coupe dans notre conversation en disant « Ah, je voulais te demander pour mes courgettes, est-ce que c'est maintenant qu'il faut que je les ramasse ?» Voilà, donc j'adore ça, en fait. C'est improbable. C'est improbable, mais j'adore ça, en fait, ce mélange des genres et puis que les gens te reconnaissent aussi un peu aussi pour ça. Je trouve ça rigolo. Donc bref, ce Kiss Kiss Bank Bank, voilà, c'est vraiment un mélange de plein de gens qui mettent des sous. Et encore une fois, ce projet perso devient un projet commun. Et je trouve ça assez joli, quoi. Oui, tu dis finalement, tu le montes pas seul et tu le montes encore une fois parce qu'on t'a fait confiance, Exactement. même si ça part de quelque chose que tu as fait dans ton jardin un matin en allant nourrir tes poules, quoi. Exactement. Et ça, c'est assez touchant. Et c'est une jolie expérience. Alors, je pense que c'est une jolie expérience quand ça réussit. Hein. Oui. C'est une jolie expérience. Et puis pareil, au vernissage, tu vois, en fait, plein de gens sont venus et la personne qui gérait les entrées, qui est attachée de presse, me disait, mais tous ces gens, quoi, enfin, ils viennent pour te faire plaisir, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est assez touchant aussi. C'est que tu te dis, Faustine qui est passée après une journée d'enregistrement, tu vois, elle est arrivée à 22h, mais elle est venue. Marianne est passée, Marianne James est passée, Jean-Marie Cavada est passé. Et elle me disait, à juste titre, tous ces gens, ils n'ont rien à gagner à venir à ton vernissage. Ils sont sollicités tout le temps, quoi. S'ils viennent, c'est juste parce qu'ils t'aiment bien et pour te faire plaisir, quoi. Et ça, c'est assez touchant. Alors, c'est pas la fin de ma carrière, parce que je continue à bosser, mais c'est un point quand même dans ta carrière où tu te dis, en fait, elle a raison, quoi. Ouais. Et franchement, c'est vraiment touchant, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, tu dis que tu as ta place et tu vois, tu parlais de légitimité tout à l'heure. Bah là, ça assoit vraiment ta légitimité, en fait, quand tous ces gens-là viennent soutenir tes projets. Ouais, et puis en plus, sur un projet qui n'a rien à voir avec le showbiz, quoi. Pour le coup, tu vois, enfin, j'exposais des photos de fleurs, quoi. Donc, on n'est pas du tout... J'ai jamais fait d'expo, je ferai peut-être un jour, mais sur des photos faites au long de ma carrière du côté personnalité. Mais là, c'était des photos de fleurs, quoi. Donc, c'est encore plus touchant que ces gens viennent pour découvrir des trucs, enfin, auxquels ils sont sensibles, oui, mais surtout qui n'a rien à voir avec leur milieu, quoi. Oui, qui viennent pour toi par amitié, quoi. Ouais, et pour découvrir peut-être aussi ce que tu as à proposer d'autres, en fait. Ouais, c'est une belle fin d'histoire, fin de parcours.
Du coup, sauf si tu veux rajouter quelque chose Non, avant. je pense que j'étais très bavard déjà, mais il ne faut pas me lancer après, c'est ça le problème. Alors, je clôture toujours avec la même question, c'est si toi, aujourd'hui, tu peux parler au toi lycéen qui a demandé à faire ce premier stage, qu'est-ce que tu te dirais ? De se faire un minimum confiance. Pas trop, parce que si tu as trop de confiance en toi, je pense que c'est pas bon non plus, mais de se faire un minimum de confiance et de tenter l'aventure, quoi. Alors oui, c'est pas mal quand même, je vais parler comme un vieux père que je suis maintenant, c'est quand même pas mal de s'assurer un plan B. Parce qu'on n'est pas à l'abri pour 1000 raisons, surtout dans des métiers comme ça, encore une fois, ça dépend pas que de soi, mais aussi pas mal des autres. Donc de s'assurer un plan B, c'est pas mal. Mais je pense qu'il faut quand même essayer. Et je me rappelle, moi, d'un type que j'avais rencontré, un commercial en vin, enfin un truc à rien à voir, et qui m'avait dit voilà, mais t'es photographe, c'est dingue, c'est ce que j'aurais toujours voulu faire, quoi. Et je me suis dit ça doit être terrible qu'il n'ait pas essayé. Et puis il se plante, tu vois. Mais de ne pas avoir essayé, ce monsieur avait peut-être déjà 60 balais, tu vois. Et toute sa vie, il va s'être dit la photographe, c'est ce que j'aurais voulu faire. Et puis j'ai envie de dire, t'en parlais tout à l'heure, savoir pour quelles raisons on veut faire les choses, en fait. Et t'as raison, pas pour les mauvaises raisons. Parce que si c'est pour les mauvaises raisons, ça va planter, en fait, je pense. Et puis après, voilà, il faut montrer ses images, il faut bosser, et il faut aller à la rencontre des gens, quoi. Faut vraiment... Des fois, ça demande un effort. Hein. Moi, je suis pas naturel, je peux être un peu timide, mais... Et puis savoir reconnaître un peu les signes du destin. Enfin, lors de ce podcast, j'ai tenu à citer tous les gens qui, encore une fois, certainement sans s'en rendre compte, ont influé sur ma carrière et ont été importants, quoi. Et ces gens-là, le hasard les a mis sur ma route. Il fallait peut-être juste savoir rebondir et saisir ce petit coup de pouce du hasard, de mettre ces gens-là et transformer ces rencontres en quelque chose qui te fait remonter une marche, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, avec plaisir. Cet épisode est maintenant terminé. Pour connaître l'actualité du podcast, je vous invite à suivre les comptes Instagram, Facebook et Twitter ou à activer les notifications de sortie d'épisodes sur votre application de podcast. Pour m'aider à développer l'émission, vous pouvez aussi lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et en parler autour de vous sur les réseaux. À très vite!